Alors écoutez, on va faire cette troisième partie qui est vraiment constituée de trois projets qu'on a trouvés, qu'on a considérés qui étaient plutôt audacieux ou plutôt différents, qu'on a découverts de notre côté, en tout cas cette année, au bureau du scientifique en chef du Québec, avec lequel éventuellement on a collaboré aussi. Et puis ça nous a permis de nous ouvrir un peu l'esprit sur d'autres sphères. Alors voilà, je vais commencer par vous présenter. On va commencer par Marie-Hélène Haché, avec qui le bureau du scientifique en chef a collaboré cette année à Québec Oiseau. Marie-Hélène Haché, coordonnatrice des programmes de sciences participatives à Québec Oiseau. On a géré les ont géré en fait de très beaux projets pendant le temps de la pandémie. Alors Marie-Hélène, c'est à toi. Oui, bonjour. Est-ce que je peux partager mon écran? Mais oui, bien sûr. D'accord. Donc, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'être là. Moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un programme qu'on a fait en collaboration avec le scientifique en chef du Québec qui s'appelle Des oiseaux à la maison. Alors, je vais partir mon petit diaporama. Ça va bien pour tout le monde? C'est parfait. Okay. Parfait. Donc, Des oiseaux à la maison ou la science participative en temps de confinement. Avant de commencer à parler de sciences participatives et du programme, je voudrais dire un petit mot sur Québec Oiseau. Donc, moi, je suis biologiste pour l'organisme Québec Oiseau, qui est un organisme à but non lucratif. Et nous avons trois objectifs. Donc, favoriser le développement du loisir ornithologique, promouvoir l'étude des oiseaux et veiller à la conservation des oiseaux et de leurs habitats. Québec Oiseau regroupe 32 clubs membres qui sont situés aux quatre coins du Québec, donc des clubs d'observation des oiseaux. Et on célèbre cette année notre 40e anniversaire. Un petit mot général sur la science participative. Comme vous le savez tous maintenant, à partir de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est une activité scientifique qui est réalisée par des gens qui n'ont pas nécessairement une formation en sciences. Et ce qui est intéressant, c'est que la science participative, ça permet de décupler, voire de centupler la masse de données qui sont récoltées dans ces projets-là. Un domaine par excellence pour la science participative, c'est l'ornithologie. Parce que l'observation des oiseaux, c'est quelque chose d'éminemment accessible. Donc, on peut avoir 3, 4 ans ou 99 ans puis observer les oiseaux. Et les oiseaux aussi sont faciles à observer, plus faciles à trouver, par exemple, que des salamandres. Et les oiseaux sont aussi très, très populaires. Un exemple de science participative, c'est eBird, qui est une base de données mondiale qui est gérée par le Cornell Lab of Ornithology, qui est basée dans l'État de New York, et qui permet de compiler ces observations qui ont été faites de partout sur la planète. Alors, ces données-là peuvent servir, par exemple, aux chercheurs, aux étudiants, aux organismes de conservation. Et donc, eBird peut fournir les données brutes, mais aussi des produits qu'ils font à partir des données qui sont récoltées. Comme on voit ici, une carte d'abondance de l'hirondelle bicolore. Un point important aussi sur eBird, c'est que c'est inspiré d'Époque, qui est une base de données québécoise qui s'appelle Études des populations d'oiseaux du Québec et qui a été mise sur pied en 1975. Il faut dire qu'eBird est très, très populaire au Québec, plus que dans d'autres provinces au Canada. Puis on croit que c'est entre autres parce que les observateurs avaient déjà l'habitude de saisir leurs données dans Époque. Un autre exemple, le relevé des oiseaux nicheurs ou les BBS, c'est un très vaste programme d'inventaire à l'échelle de l'Amérique du Nord et ça consiste à parcourir des routes d'une 50aine de kilomètres et à saisir des données, donc à noter toutes les observations d'oiseaux vues ou entendues à chacun des points d'écoute qui sont situés sur la route. Et ça permet de créer des tendances, de voir quel est l'état et la santé des populations d'oiseaux à travers l'Amérique. Et c'est considéré comme la source principale et la plus fiable de renseignements sur les changements des populations d'oiseaux. Dernier exemple de sciences participatives, l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. C'est un livre qui a été publié il y a maintenant 2 ans et auquel ont participé 1800 personnes, donc 1800 bénévoles ont recueilli des données sur les oiseaux du Québec pendant les 5 ans de terrain. Et évidemment, c'est le genre de projet qui n'aurait pas pu voir le jour si ça n'avait pas été un projet de sciences participatives. Donc, l'Atlas, en gros, présente la répartition et l'abondance des oiseaux du Québec et les compare avec celle du premier Atlas qui a été publié en 1995.
Québec Oiseau a aussi d'autres projets de sciences participatives, comme des inventaires des tourneaux, de sturnelles, d'hirondelles, etc. Donc, on s'en va vers des oiseaux à la maison. Donc, en temps de confinement, bien évidemment, ça complique les programmes de sciences participatives, entre autres parce que les développements vers des aires protégées ou d'autres régions étaient compliqués ou impossibles. Donc, il y a plusieurs programmes qui ont été suspendus. Chez Québec Oiseau, c'était notre inventaire des tourneaux et aussi notre grand défi Québec Oiseau, qui est un marathon d'ornithologie qui a lieu à chaque année durant le mois de mai. Seulement à voir les photos, on comprend pourquoi ça n'a pas pu se tenir cette année. Donc, on a des gens qui se tiennent très près les uns des autres. Et l'annulation du Grand Défi Québec Oiseau a quand même eu quelque chose de positif, en ce sens où on a été contacté par le bureau du scientifique en chef et eux nous ont proposé de démarrer un programme qui serait vraiment adapté à la pandémie. Donc, c'est comme ça qu'est né Des oiseaux à la maison. Le programme a été lancé grâce au Fonds de recherche du Québec et ça a duré 6 semaines, donc du 3 avril au 15 mai 2020. Et le but, c'était de permettre aux gens de découvrir les oiseaux en contribuant à une activité de sciences participatives dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Donc, il y avait certaines règles de la santé publique à respecter et on voulait encourager les gens à faire l'activité, mais justement dans le cadre de règles de confinement ou d'isolement, par exemple. Alors, les gens répertoriaient les oiseaux à partir de chez eux. C'était les oiseaux qui étaient vus ou entendus sur leur terrain, mais aussi ça pouvait être chez leurs voisins, en vol, etc. Et les observations devaient être faites seules ou avec les membres de son foyer. On a eu des observations intéressantes. Ici, on a un petit bruant couronne blanche qui arrive d'habitude au mois de mai. On devrait les voir bientôt, un merle d'Amérique. Et une fois que les observations ont été faites, il fallait verser ces observations dans la base de données eBird et partager ces observations avec un compte générique. Donc, c'est ça qui nous a permis de regrouper toutes les observations. Pour le programme, Québec Oiseau a développé plusieurs outils et les a mis à la disposition des participants. Entre autres, on avait 4 planches illustrées d'identification d'oiseaux, comme on voit ici. Et c'était les 40 oiseaux les plus communs où on avait le plus de chances de rencontrer pendant la période où on se trouvait. Évidemment, on a produit aussi des instructions pour utiliser eBird, des planches à colorier, des infolettres hebdomadaires, des jeux. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de moyens pour aider les gens à apprendre, mais aussi à s'amuser. Le groupe Facebook était également important. Il permettait aux participants de partager leurs découvertes et de s'entraider. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était le fun parce qu'il y a vraiment une communauté qui s'est créée autour du programme. Donc, les gens posaient des questions sur eBird, sur l'identification des oiseaux, échanger des trucs, par exemple, comment garder les écureuils loin de mes mangeoires, des choses comme ça. Donc, c'était vraiment quelque chose qui faisait du bien. Donc, déjà qu'observer des oiseaux en soi, ça fait du bien. Mais là, on avait aussi l'aspect social qui était intégré dans l'activité. Au terme du projet, le groupe Facebook comptait 4200 membres, 4500 publications et 23 000 commentaires. Donc, ça a été très, très populaire. Et tellement qu'on a décidé de garder le groupe actif et qu'aujourd'hui, il compte 7000 membres. Je vous montre 3 petites publications qu'on a vues sur le groupe Facebook. Alors ici, on a un bruant chanteur qui est un des premiers oiseaux à revenir au printemps. Et cette photo-là a été prise en Gaspésie, puis on voit que c'est très tôt en saison, donc il n'y a pas du tout de feuilles dans l'arbre. Et pour les observateurs d'oiseaux, le bruant chanteur, c'est un oiseau qui est très symbolique parce qu'il signifie vraiment le retour du printemps et surtout la fin de l'hiver. Ici, on a une nichée de merle d'Amérique. On voit que les oisillons sont très, très jeunes et l'utilisateur qui l'a partagé avait installé une caméra dans l'arbre. Donc, il pouvait filmer la progression, la croissance des jeunes. Et c'était quelque chose aussi qui contribuait, je pense, au sentiment de communauté parce que les observateurs étaient comme un peu les parents adoptifs ou en tout cas étaient très attachés aux oisillons. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de commentaires là-dessus. Puis c'était super intéressant à regarder. On demandait aux gens de publier des photos d'oiseaux, sauf qu'on a fait des exceptions pour le tamiya rayé et l'écureuil roux et l'écureuil gris, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup de publications qui demandaient comment je peux faire pour garder ces animaux-là loin de mes mangeoires. Il y avait beaucoup de trucs proposés. Comme on peut voir sur la photo, ça ne marchait pas toujours.
Les résultats ont été analysés par André Desrochers de l'Université Laval et on les a présentés dans un rapport qui a été envoyé à tous les participants du programme. Si on regarde au niveau des statistiques de participation, il y avait 5000 personnes qui étaient inscrites et parmi ces 5000 personnes-là, il y en a 800 qui ont versé des données à eBird. Et quelque chose de vraiment le fun, c'est que la moitié de ces 800 personnes-là étaient des nouveaux utilisateurs d'eBird. On peut voir parmi les utilisateurs ici, ceux qui sont présentés en orange, c'est les utilisateurs des oiseaux à la maison. Et en bleu, c'est tous les utilisateurs d'eBird au Québec. Donc, on voit que la répartition des participants des oiseaux à la maison est quand même assez représentative de la répartition régulière des utilisateurs réguliers. Les 800 personnes ont produit en tout 8000 listes d'observation et ont rapporté 73 000 mentions. Donc, il y a eu beaucoup de données qui ont été générées grâce au programme. En tout, il y a 180 espèces qui ont été recensées, ce qui est beaucoup pour un mois d'avril. Puis, dans le rapport, justement, on présentait la liste de toutes les espèces avec différentes statistiques, le nombre de mentions, le nombre maximal, le nombre moyen, etc. Et on va regarder maintenant 2 points, la constance et l'abondance. Donc, la constance, c'est le pourcentage des listes complètes avec une présence de l'espèce. Donc, ça nous dit en gros quelles espèces étaient les plus fréquentes. Puis, on voit que la plus fréquente, c'était le merle d'Amérique, mais était suivi de près quand même par la mésange à tête noire, le chardonneret jaune et le bruant chanteur. Donc, c'était vraiment des oiseaux qui sont plus communs. Ces oiseaux-là sont en général des oiseaux résidents, donc c'est des espèces qui passent l'hiver avec nous, comme la mésange à tête noire, ou des migrateurs hâtifs, comme le bruant chanteur qu'on a vu tout à l'heure, ou le chardonneret jaune. C'était aussi évidemment des oiseaux qui fréquentent des mangeoires, parce que le meilleur truc pour voir des oiseaux dans sa cour, bien évidemment, c'est d'avoir des mangeoires. Maintenant, si on parle d'abondance, ça, c'est le nombre total d'oiseaux qui a été divisé par le nombre de listes. Et sans surprise, c'est la bernache du Canada et l'oie des neiges qui étaient les plus abondantes dans les feuillets parce qu'évidemment, on est à la période de migration, puis il y a des très gros groupes de ces 2 espèces-là qui ont été observés par les participants. On a eu des belles surprises aussi. Il y a des espèces rares, des espèces en péril qui ont été aperçues par les participants. Donc, on a ici un aigle royal, on a le hibou des marais ici, puis le goglu des prés. Donc, qui sont toutes des espèces à statut précaire. Et on est toujours content d'avoir des données sur ces espèces-là. Si on regarde une chose que le programme a permis de dégager, c'est qu'il y a vraiment une croissance du loisir ornithologique au Québec. Si on regarde seulement avril-mai, il y avait 4537 utilisateurs d'eBird au Québec. Ça représentait une hausse de 97 par rapport à la même période l'année passée. Donc, ça a doublé. Il y a 2 fois plus d'utilisateurs d'eBird. Puis, on voit que des oiseaux à la maison ont quand même contribué pour une bonne partie de cette augmentation-là, mais qu'il y avait quand même, si on exclut des oiseaux à la maison, on voit que l'augmentation était déjà importante. Donc, les oiseaux à la maison a été non négligeable par rapport au nombre de mentions et d'utilisateurs qui ont adhéré à eBird. Mais on note quand même qu'à l'échelle mondiale, pour eBird, il y a eu une augmentation de 30 du nombre de mentions. En fait, la pandémie a révélé un phénomène d'engouement généralisé pour l'observation des oiseaux. C'était à un point tel qu'au mois d'octobre l'année dernière, il y a eu une pénurie de graines pour les oiseaux, entre autres une pénurie de graines de tournesol. Les gens qui ont des boutiques d'accessoires pour les oiseaux sont vraiment submergés. Les gens s'achètent beaucoup de jumelles aussi. Donc, évidemment, on ne peut pas se réjouir de la pandémie, mais ça permet aux gens de découvrir un monde qui est vraiment très riche. Dernière chose sur les résultats, évidemment, il y a des erreurs qui ont été possibles, pas seulement du fait qu'il y a certains observateurs qui étaient inexpérimentés, mais comme dans tout projet scientifique, il y a des erreurs qui peuvent se glisser. La majorité des erreurs ont été corrigées par les réviseurs régionaux d'eBird. Donc, on estime que quand on considère la masse totale de données, l'impact global a été très faible. Puis en sciences participatives, évidemment, il y a le principe qui dit que les avantages de la contribution des citoyens dépassent largement les inconvénients. Alors, en conclusion, je voudrais dire que
ce programme-là a été vraiment extraordinaire pour nous, comme pour plusieurs personnes qui ont participé. On a eu beaucoup, beaucoup de témoignages de gens qui étaient très contents, qui ne connaissaient pas du tout les oiseaux avant le début du programme, puis qui ont appris, puis qui ont vraiment découvert un nouveau monde, qui l'appréciaient beaucoup, qui ont appris aussi, donc, comment faire de l'ornithologie, ou en tout cas, comment observer les oiseaux, mais aussi qui ont eu une initiation à la science participative. Donc, souvent, c'est un principe qui n'est pas connu. On va observer les oiseaux pour son plaisir à soi, mais on peut vraiment contribuer à la science en le faisant. Et c'était aussi une occasion de partager ses découvertes avec une communauté d'observateurs durant une période difficile. Donc, déjà, observer les oiseaux, ça fait du bien, comme j'ai dit tout à l'heure, mais le faire avec des gens, puis sentir un sentiment de communauté, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié. Et aussi pour nous, pour les clubs d'ornithologie et pour Québec Oiseaux, ben, c'est un catalyseur pour le recrutement de nouveaux ornithologues. Puis ça, on est toujours content d'avoir des nouvelles personnes avec nous. Donc, en terminant, ben, je voudrais remercier les fonds de recherche du Québec qui ont permis de rendre possible cette belle activité-là. Puis, merci à vous d'avoir assisté à la présentation. Merci, merci beaucoup, Marie-Hélène, merci beaucoup. Alors, s'il y a des questions, hein, n'hésitez pas à lever la main, là, les participants qui sont là. Moi, j'ai une question parce que je sais que c'était quand même tout un défi parce que cet engouement-là, notamment sur le groupe Facebook, ça vous a demandé un travail quand même d'animation, de modération qui était quand même extraordinaire. Vous aviez un réseau là, de modérateurs, de modératrices, c'était assez impressionnant, là. Oui, on avait 5 modérateurs, en fait, un modérateur et 4 modératrices. Puis c'était surtout pour accepter les gens dans le groupe parce que, tu sais, on avait quand même certaines conditions que les observations devaient avoir été faites à partir de la maison, entre autres. Puis, tu sais, il y a des gens, des fois, qui se mettaient à poster, à faire suivre des choses qu'ils avaient trouvées sur Internet ou des photos d'oiseaux exotiques, là. Donc, on demandait aux gens de s'engager à poster des photos qui avaient été prises dans le cadre du programme, que ce soit des photos d'oiseaux qui avaient été prises dans leur cours. Cela dit, par après, il n'y avait pas beaucoup de modération à faire, là. Les gens étaient c'était très convivial, les gens étaient très bienveillants, puis c'était vraiment sympathique comme ambiance. Moi, j'avais une autre question parce que je sais qu'on a déjà eu cette discussion-là à un moment ou un autre dans le processus, mais la question des espèces en péril, en fait, c'est intéressant parce qu'on se demandait est-ce qu'on doit partager ou pas ces photos-là des espèces en péril avec le lieu où elles sont parce qu'on a peur que justement il y ait plein de personnes qui veuillent la voir. Puis on parlait un peu de données ouvertes, puis d'éventuellement est-ce que ça peut, comment dire, que ça peut apporter plus d'inconvénients que d'avantages finalement de diffuser ces données-là. Mais j'aimerais un peu comprendre c'est quoi votre ligne de conduite autour de ça, là. Bien, pour le programme des oiseaux à la maison, on demandait aux gens, s'il y avait des gens qui publiaient des espèces rares, on leur demandait de retirer leur publication. Puis même certaines espèces qui ne sont pas rares, mais qui attirent les foules, comme différentes espèces de hiboux, on demandait aussi de retirer leur publication. Puis la raison, en fait, elle est double. C'est qu'on veut éviter le harcèlement des espèces qui sont à statut précaire, mais aussi on voulait éviter qu'il y ait des rassemblements pour aller voir ces espèces-là. Parce qu'il faut connaître les ornithologues. Si on a un oiseau rare, souvent, les gens ils oublient un peu le côté logique ou rationnel, puis tout ce qu'ils veulent, c'est aller voir l'oiseau puis le prendre en photo. Donc, c'est pour ça qu'on a enlevé ces publications-là. Puis les espèces en péril et les espèces rares en général, on est en train de réfléchir à une façon de faire là, chez Québec Oiseaux. Mais ce qu'on veut faire, ce vers quoi on s'en va, c'est qu'on va demander aux gens de récolter les coordonnées des espèces, mais de les envoyer seulement à notre programme de suivi des populations d'oiseaux en péril. Donc, ce ne sera pas quelque chose qui va être rendu public. D'accord, puis justement, je posais une autre question tout à l'heure, là. Votre base de données, qui est quand même assez importante, elle est utilisée par qui? Ben, je comprends que ce n'est pas seulement les ornithologues qui regardent cette base de données, mais elle est consultée par qui? Utilisée par qui, en fait? eBird? Oui, eBird, c'est ça. Parce que là, je parlais, je sais que vous aviez, des fois, c'est des gouvernements qui vont regarder ça, qui vont essayer de cibler certaines zones et tout ça. J'aimerais bien en savoir un peu plus. Oui, bien, gouvernement provincial, fédéral, évidemment, ben, eBird, c'est mondial, là, donc c'est beaucoup utilisé partout dans le monde. Si on regarde seulement au Québec, ben, c'est ça, il y a au niveau gouvernemental, il y a beaucoup
d'organismes de conservation qui utilisent les données aussi. Entre autres, si on étudie certaines espèces en péril, par exemple, on peut voir dans quelles régions ils sont les plus nombreux. On peut voir même quand on a accès aux données protégées, ben, quand l'accès est donné à des chercheurs, par exemple, ben, on peut voir exactement c'est quoi les sites où l'oiseau niche. Puis ça peut aider à savoir ben, quels habitats, quelles régions on devrait protéger, quelles zones on devrait prioriser. Donc, c'est beaucoup gouvernement, chercheurs, étudiants, organismes de conservation, mais aussi les gens qui participent à eBird aiment ça, regarder les données, puis les données des autres aussi, parce que souvent les ornithologues sont un petit peu compétitifs entre eux. Donc, tu sais, on a là-dedans des top 10 qui dit, bon, qui a ramassé le plus de mentions, qui est allé dans le plus grand nombre d'endroits, qui a vu telle espèce, puis ça permet aux autres ornithologues bon, on se lève le matin, on regarde un peu comme notre menu, puis on regarde, ah, tu sais, telle espèce a été vue à telle place, je vais aller faire un tour pour la voir. Donc, c'est très utilisé par les observateurs eux-mêmes. Mais ça vraiment, tu sais, ça, c'est vraiment plus le côté loisir, mais le côté conservation est vraiment important. Puis de plus en plus, là, la banque est devenue gigantesque. Puis on a un étudiant, entre autres, là, qui commence un doctorat sur la migration des oiseaux. Il va utiliser les données des birds. Donc, c'est vraiment une source d'information presque infinie. Extraordinaire, extraordinaire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions ou des commentaires au sujet de cette présentation-là? J'ai vu la main de Anouk Simard se lever brièvement, mais de toute façon, Anouk, vous êtes la prochaine à présenter. Alors, ça pourrait faire une très bonne transition si vous voulez prendre la parole. Oui, dans le fond, c'était juste pour répondre là, aux questions là, sur les espèces, le partage des données, là, parce que moi, je suis dans l'équipe qui travaille avec le CDPNQ au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, là, donc j'ai quand même beaucoup d'informations à ce niveau-là. Et souvent, ce qu'on partage, c'est les occurrences. Donc, comme ma machine l'a expliqué, c'est vraiment souvent pas une localisation, un point précis, mais plus un polygone. Puis il y a des données qu'on ne partage pas, mais c'est très rare. Là. Il y a eu des analyses de sensibilité. Il y a certaines données, là, entre autres des plantes, par exemple, qui sont comestibles, que là, il y a vraiment beaucoup d'enjeux, ou des espèces qui sont collectées là, au niveau des animaux domestiques comme les tortues. Là. Donc, c'est ce genre d'espèces-là qui peut faire partie des marchés de contrebande qu'on évite vraiment de donner toute information. Mais sinon, les occurrences devraient bientôt être transmises via le CDPNQ. Il y a une plateforme qui est en cours à ce sujet. Donc, je voulais juste ajouter cette information. Ouais. Puis, je parlais tout à l'heure de SOS POP, là, justement, c'est le portail des oiseaux qui va transporter les données, si on veut, vers le CDPNQ. Donc, c'est vraiment nous, on a la branche oiseaux. Puis aussi, dans eBird, il y a une fonctionnalité qui fonctionne, qui est un peu la même là, que ce qu'Anouk disait, c'est-à-dire que quand on a certaines espèces qui sont en péril à l'échelle du Québec, ben, on peut voir sur une carte la zone dans laquelle il se trouve, mais c'est plusieurs dizaines de kilomètres, donc c'est impossible de pouvoir aller directement voir cette espèce-là. Oui, puis c'est des PNQ, je m'excuse, mais c'est Centre de patrimoine des données du Québec. Les jargons, il y a des mots qui sont incrustés, puis on n'est pas capable le Centre des données du patrimoine du Québec. Merci beaucoup. Ben, ça fait très bien le lien. En fait, Anouk, on vous a à l'écran, c'est parfait, c'est à votre tour. Donc, vous travaillez au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, là, vous venez de le dire. Donc, ce qui nous intéresse vraiment, là, c'est que vous nous racontiez un peu comment les sciences participatives peuvent contribuer, en fait, aux politiques publiques et inversement, et qu'est-ce que vous faites de votre côté de ce point de vue-là. Alors, c'est à vous. Oui, est-ce que vous voyez bien ma présentation? Bientôt, c'est encore… Ouais, voilà, c'est bon, on la voit. OK. Le diaporama. En diaporama. Bon. Ah, OK, parfait. Il a changé d'écran. Je m'excuse. C'est mêlant. Donc, voilà, ça fait une excellente transition, en fait, parce que moi, je vais vous parler justement plus des espèces rares et en danger. Donc, comme on disait, on avait une très bonne présentation sur les espèces, des espèces, entre autres, plus communes. Moi, je travaille au MFFP, donc Ministère Forêt, Faune et Parcs. Je suis dans la division qui travaille sur la conservation des espèces, donc les espèces menacées et vulnérables, la conservation. Et je travaille aussi beaucoup, moi, au suivi de biodiversité. Donc, c'est un peu… mes deux branches sont les chauves-souris et les suivis de biodiversité, l'élaboration de ce genre de suivi-là. Et je travaille beaucoup avec les sciences participatives.
J'ai décidé aujourd'hui de ne pas présenter d'éléments spécifiques sur mon projet de recherche à moi qui est Chaussures aux abris. Je vais en parler brièvement, mais je voulais faire un topo parce que le mandat qu'on m'avait demandé, c'était de parler de la place de la science participative dans l'administration publique. Donc, je représente la grosse boîte carrée qui est le gouvernement, mais qui est remplie d'individus qui ont aussi des intérêts à faire avancer des choses et à faire bouger des choses et à les faire monter dans l'administration publique. Au décideur, je ne me considère pas comme une décideur, mais c'est sûr que les projets que je vais pousser ont plus de chances de percoler là, au niveau des décisions, influencer des fois les programmes de subvention. Donc voilà, je vais aussi parler beaucoup des projets que mon étudiante Amélie Fontaine fait là, durant son doctorat, qui a fait des analyses sur la science citoyenne. Donc, on en a parlé beaucoup aujourd'hui. C'est super intéressant de voir des projets de plein de disciplines ensemble dans cette même journée. C'est rare que moi, en tant que biologiste, je vois plus des conférences en biologie. Donc, c'est intéressant de voir des choses un peu diversifiées. Ce qu'on sait de la science citoyenne, c'est que c'est l'information scientifique qui est mixée finalement avec l'implication du public et qui amène à une prise de décision. Donc, comment ça peut influencer des mesures de gestion et de conservation dans le domaine, entre autres, des ressources naturelles. Le volet, donc, que ça l'amène et qui est vraiment avantageux, c'est l'engagement du public. Donc, cet engagement-là va s'impliquer, va avoir des retombées en gestion et en conservation qui peuvent être considérables, surtout pour la conservation parce que chaque geste parfois compte. Donc, d'impliquer ces citoyens-là, ça amène des changements. On a parlé aussi beaucoup des rôles des citoyens, que des fois, c'était bien quand c'était vraiment les citoyens, entre autres, qui faisaient la collecte, l'utilisation, c'est eux qui génèrent les questions. C'est vrai aussi, mais si on voit un peu l'extrême ici, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais on a ici des projets vraiment un peu standards, là, que c'est des chercheurs ou finalement le gouvernement qui va initier la collecte et va faire l'utilisation, et d'autres que c'est vraiment le citoyen qui va faire la collecte et qui va l'utiliser dans son milieu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment le maillage entre les deux où vraiment le citoyen peut prendre l'information, la corriger, mais aussi parfois l'utiliser. Mais c'est important que l'utilisation vienne percoler jusque dans l'administration publique, donc que l'information puisse servir à changer des mesures, à faire des politiques et à faire des mesures de conservation. Donc, quand on voit des revues des sciences citoyennes, ce qu'on observe là, dans la littérature, c'est que la plupart des projets sont pour impliquer la communauté, éduquer le public, récolter des données à long terme. Il y en a peut-être la moitié qui vont vraiment viser de modifier des politiques de gestion. Et il y en a un plus petit nombre qui vont essayer vraiment de répondre à des questions de recherche ou évaluer des crises environnementales. Donc, en gestion de la faune ou en conservation, souvent nos questions, c'est est-ce que les aires de répartition sont modifiées, entre autres avec les changements climatiques? Comment l'habitat est utilisé? Comment on peut voir la composition des communautés? Est-ce que la phénologie, donc les dates migratoires, les dates de reproduction sont modifiées avec les changements climatiques? Est-ce qu'on observe des espèces exotiques, des nouvelles maladies? Est-ce que l'abondance des espèces rares ou des espèces communes va varier? Donc, c'est vraiment des questions centrales et ils vont être aussi centrales dans les projets de sciences citoyennes en lien avec la conservation ou la gestion. On parle de sciences citoyennes assez récemment, mais les sciences participatives ne sont pas nouvelles. Donc, moi, j'ai commencé ma maîtrise et mon doctorat en 2002 et je travaille avec les chasseurs pour récolter des prélèvements des reins, des ovaires de chevreuil en lutte d'anticostie. La localisation des sites de chasse était toute par sciences citoyennes et les statistiques de chasse aussi, mes indices de densité d'abondance étaient des statistiques. Donc, les statistiques de chasse ou de chasseurs sont très, très vieilles dans l'utilisation de la biologie. Et c'est le cas aussi, comme Mme Haché le disait, au niveau de la présence des oiseaux. Les ornithologues ont vraiment initié les sciences citoyennes, la présence d'oiseaux rares, la date d'arrivée des oiseaux et la répartition des espèces. Donc, ces sciences-là, même si on ne les appelait pas participatives, sont présentes depuis très longtemps. Par contre, c'est un peu différent les espèces communes et les espèces rares ou en danger. C'est-à-dire que si on prend des inventaires, on va avoir, par exemple, une perdrix ici. C'est beaucoup plus facile de l'observer si vous allez en forêt que de voir une tortue des bois. Pour vous donner un exemple, là, on va avoir des inventaires de 2 semaines à 4 à 6 personnes pour essayer de recenser les tortues sur une rivière. C'est très énergivore, ça demande énormément de ressources. Alors, plus on augmente le nombre d'observateurs, et plus, des fois, on est capable d'aider à prendre des données sur ces espèces-là et à maximiser la connaissance.
Donc, je vous amène au cœur de ma présentation qui va se diviser en 3 aspects. Je vais commencer par vous parler d'un sondage international pour vous parler un peu de la contribution que peut avoir ces suivis-là sur les espèces rares et en danger via la science citoyenne. Je vais vous illustrer 2 exemples au Québec de sciences citoyennes appliquées aux espèces rares et comment ça peut servir à la conservation. Donc, c'est ici que je vais parler un peu plus des projets que je connais. Et on va parler aussi de sondage, d'un sondage qui a été réalisé par mon équipe ici, par le ministère, et qui permettait de vraiment faire la boucle, de voir, bien vraiment, il y a un besoin pour la science citoyenne, mais pas seulement pour nous, mais pour les citoyens aussi, là, cette volonté-là de vouloir contribuer à la conservation. Donc, le projet que je présente, c'est une revue qui a été faite par Amélie Fontaine. Elle a évalué la contribution, elle a fait un sondage avec 119 projets à l'échelle internationale. On a sollicité plusieurs, mais il y en a 119 quand même qui ont répondu à un sondage. Et ce qu'elle essayait de voir, c'était la contribution de ces projets-là, entre autres. Donc, comment les projets vraiment ciblés sur les espèces rares et en danger, là, c'est vraiment ceux qui avaient vraiment une vision espèces rares et en danger, pouvaient contribuer aux articles scientifiques, à la littérature grise, donc de voir au-delà de l'article scientifique, mais comment la connaissance en général était valorisée et les mesures de conservation aussi directes que ça l'avait engendré. Donc, ce que vous voyez ici, ça, c'est les pourcentages de tous les projets et chaque couleur est associée à son type de contribution. Donc, on voyait, évidemment, il y a beaucoup de projets qui n'avaient pas de contribution, mais il y en a quand même un certain nombre qui avaient énormément de contributions, dont certains qui en avaient plus de 10 pour les différentes catégories. Et là, essayez de voir quelles étaient les variables explicatives qui expliquaient cette contribution-là. Donc, on voit là plusieurs, là, je ne les nommerai pas toutes, mais c'est entre autres la complexité des méthodes, les méthodes, la collaboration, etc. Donc, les espèces aussi qui étaient visées. Ce qu'elle a trouvé, c'est qu'une des premières variables, c'était la longévité. Donc, c'est un peu instinctif quand on y pense, c'est que plus un projet est long, plus il y avait une contribution, soit pour la science, les articles scientifiques, soit sur la littérature grise, donc la connaissance en général, et même pour des mesures de conservation. Donc, ces 3 aspects-là étaient influencés par la longévité des projets. Donc, l'intérêt est vraiment d'avoir des projets qui perdurent dans le temps. Et on peut voir justement un projet comme eBird qui a commencé avec Époque, justement, il y a énormément de contributions. Là, c'est sûr, c'est vraiment sur les espèces rares, mais un projet qui accumule des données va plus avoir de chances de pouvoir amener de la connaissance. Un autre élément qui était super intéressant, c'est la transdisciplinarité versus l'intra. Donc, quand on avait juste une discipline en mauve versus plusieurs intégrés ou même plusieurs qui étaient imbriqués, ça amenait vraiment une meilleure contribution au niveau de la science. Donc, on avait plus de littérature grise, plus de mesures de conservation et aussi, c'est une tendance, donc ce n'est pas totalement significatif, mais presque significatif d'avoir plus d'articles scientifiques. Donc, cette pluridisciplinarité-là est vraiment pertinente dans un contexte de sciences citoyennes parce que ça va rejoindre plein de gens puis ça a plus d'implications. Un autre aspect aussi, c'était la qualité des données. Donc, encore une fois, c'est un peu instinctif. Si on base notre étude sur avoir des données de qualité, il y a plus de chances que ça l'amène à des articles scientifiques, de la littérature grise, mais aussi à des mesures de conservation. Là, c'est une tendance à être significative. Donc, vraiment, ces 3 variables qui sont centrales, la longévité, la qualité des données et la transdisciplinarité pour la contribution de la science citoyenne. Et là, je vais vous présenter 2 projets qui faisaient partie de cette étude-là. 2 projets avec des objectifs communs qui sont de localiser des espèces rares, de mesurer la mortalité ou les taux de mortalité, de promouvoir la conservation et l'éducation. Donc, le premier, c'est le projet Carapace qui est initié par Conservation de la Nature Canada, mais qui est fait en partenariat avec le MFFP. Donc, c'est un projet qui vise à mesurer les tortues mortes ou vivantes le long des routes, des transects routiers ou dans la nature. Et les gens peuvent colliger les données sur les tortues. Il faut savoir que les tortues, c'est des espèces longévives qui vivent plus de 50 ans. Donc, si on a une grosse mortalité routière de certains individus, bien, ce n'est pas très long qu'on brise notre courbe démographique et qu'on a des enjeux au niveau de la survie de ces populations-là. Donc, ça implique vraiment d'éviter la mortalité adulte parce que c'est vraiment quelque chose qui a un impact majeur sur la conservation. Au niveau de Chauves-souris aux abris, c'est le projet que c'est moi qui ai initié là, avec plusieurs collaborateurs, donc qui sollicite la collaboration des citoyens pour localiser des chauves-souris.
Il faut savoir que les chauves-souris, avec l'arrivée d'un champignon là, introduit au Québec qui est arrivé en 2010, on a des déclins de plus de 90% des espèces qui étaient très communes de chauves-souris. Donc, on a un déclin majeur des populations de chauves-souris. Et les inventaires traditionnels se faisaient beaucoup dans des hibernacles ou acoustiques, mais ce n'était pas assez précis là, pour pouvoir vraiment voir c'est quoi les déclins puis comment on peut améliorer la conservation des individus restants. Donc, on a sollicité les gens à trouver des colonies de chauves-souris qui se trouvent beaucoup dans les habitations. Évidemment, on ne peut pas les trouver tout seul, donc on a sollicité les gens à nous dire où est-ce qu'ils connaissaient des colonies de chauves-souris. C'est encore plus intéressant parce que souvent, les colonies, c'est des groupes de femelles, donc un segment très important pour la reproduction puis la survie de ces espèces-là. Donc, si je rentre un peu dans les détails de chacun de ces projets-là, pour le projet Carapace, on a été voir où étaient les tortues et quels étaient les risques de mortalité. Donc, vous voyez qu'il y a 3000 formulaires qui ont été remplis en 2017 et 2019. Et ce qu'on voit, c'était que on a plusieurs espèces, donc 4000 tortues qui ont été recensées. Les plus communes là, qui ne sont pas considérées menacées ou vulnérables sont la serpentine et la tortue peinte. Et on avait des espèces exotiques ici même qu'on a trouvées. Et les autres espèces sont plus rares, donc c'est des espèces qui étaient vraiment pertinentes d'avoir les données. Mais en plus de ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'on regarde juste les tortues mortes ou blessées, il y en a 400, et le 322 était sur le réseau routier. Donc, ça identifie vraiment la cause majeure de ces enjeux-là. Et si on amène ça une étape plus loin, vous voyez les points rouges, ça montre un peu des points chauds sur le réseau routier. Donc, ça, c'est la localisation des tortues qui ont été recensées. Et là, on peut aller un peu plus loin et on peut trouver des secteurs, par exemple, où il y a une concentration de mortalité et où on voit des enjeux. Et là, ce qui a été fait, c'est que, vous voyez, il y a 4 mortalités ici et certaines tortues vivantes observées. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des clôtures et ils ont isolé ces éléments-là, parce que ça, c'est des fois, je pense que c'est des terres protégées par CNC ou des habitats des fois protégés, mais s'il y a une mortalité routière qui traverse les habitats, bien, il y a quand même des enjeux. Donc, ils ont mis des clôtures, ils ont travaillé avec le MTQ, donc le ministère des Transports et le ministère de la Faune et différents partenaires pour essayer de corriger le problème. Et même, ils ont pu voir, bon, ça ne marchait pas tout de suite, donc il y a vraiment eu la gestion adaptative à ce niveau-là pour régler ces enjeux-là. Donc, on voit vraiment des mesures concrètes. Et si on va un peu plus loin dans Chauve-souris aux abris, ce qu'on voit, c'est que le projet commence à débuter, c'est qu'on a vraiment voulu avoir la localisation des maternités. Puis on a fait un appel là, qui a extrêmement bien marché dans les différents journaux ou radios. Et en 2012, on a eu une centaine de feuilles papier, formulaires papier là, qui nous sont arrivés dans nos boîtes courriels. Puis on était là, OK, bien là, il faut qu'on trouve une façon d'augmenter l'efficience de ça. Donc, on a créé le site Internet. Et vous voyez la progression des utilisateurs. Là, en 2020, on a 1200 utilisateurs du site Internet. Au niveau, c'est sûr que ce n'est pas des ornithologues, mais quand même, c'est quand même une communauté qui s'est créée avec les années. Et on a réussi à répertorier au-dessus de 550 colonies. Il y en a 240 là-dedans qui ont été validées, c'est-à-dire qu'il y a eu des décomptes qui ont été effectués et 711 décomptes au cours des années. Ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas toujours les citoyens qui vont faire les décomptes, c'est souvent des biologistes. C'est assez facile à faire, les citoyens peuvent, mais ce n'est pas toujours le cas qui veulent les réaliser. Mais au moins, de trouver ces colonies-là et de pouvoir envoyer des gens sur place pour faire les décomptes, c'est soit avec des organismes partenaires ou du ministère, c'est vraiment un bel atout. Donc, vous voyez la répartition, ça, c'est les numéros de régions administratives. Et vous voyez quand même la répartition est inégale. Donc, il y a des régions qu'on a mis plus d'efforts, par exemple, comme la Côte-Nord, la 09, parce que le syndrome du museau blanc arrivait dans cette région-là et on a vraiment intensifié nos recherches puis nos messages. Et la Montérégie, qui est une région qui a beaucoup de gens et il y a beaucoup de gens qui ont été intéressés à communiquer leurs données. Donc, vous voyez, des fois, il y a plusieurs décomptes, puis des fois, il y a juste un décompte, mais plus il y a de décomptes, puis plus les données sont valables pour établir des tendances. Donc, ça mène encore que plus le projet va avoir de la longévité, plus on va être capable de faire des analyses poussées. Donc, ça montre un peu, ici, je vous montre une carte des données. Ce qu'on voit ici, c'est le nombre d'années depuis le syndrome du museau blanc. Donc, toutes les colonies sont centrées par rapport à la date d'arrivée du syndrome du museau blanc. Et ce qu'on voit, c'est que
les myotis, c'est les espèces en orange qui sont le plus affectées par le syndrome du museau blanc. Donc, c'est les petites chauves-souris brunes et les chauves-souris nordiques. Il y a un déclin marqué là, sur les années. Et on voit que on a un remplacement graduel par des grandes chauves-souris brunes qui sont beaucoup moins affectées par le syndrome du museau blanc. Donc, c'est des observations qu'on peut faire. On a des déclins de 90 % dans le sud du Québec, 92 dans l'Est, et dans le Nord, ça va être à peu près semblable, mais c'est encore en progression. Donc, c'est des déclins majeurs. Mais ce que ça a apporté d'encore plus intéressant, c'est le contact avec les citoyens. Parce que chaque année, nous, on appelle les citoyens et les stagiaires qui sont engagés pour s'occuper de ça. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait aussi une perte non négligeable des exclusions. Donc, il y a 36 % des colonies qui sont exclues par les citoyens. Mais en parlant avec eux, souvent, on a pu les convaincre d'ajouter un dortoir en compensation. Et il y en a 43 % qui ont ajouté un dortoir. C'est sûr que les dortoirs ne sont pas très colonisés parce qu'il y a seulement 7 qui ont été colonisés, parce qu'il faut savoir que les dortoirs sont souvent trop froids pour les chauves-souris. Là, les femelles ne peuvent pas avoir une reproduction efficace dans un dortoir. Mais ce qu'on travaille en parallèle, c'est qu'on conçoit des dortoirs qui gardent la chaleur, mais qui évitent la surchauffe. Donc, on conçoit des dortoirs plus adaptés. Et nous, on est capable de proposer aux citoyens qui ont des maternités exceptionnelles, OK, vous voulez vous en débarrasser, mais nous, on a peut-être des outils pour vous aider à mettre un dortoir efficace pour garder cette colonie-là. Fait que c'est vraiment la façon qu'on peut agir un peu plus en conservation. Et je vais terminer avec les données de sondage qui ont été réalisées il y a peut-être 2 ans, un sondage qui a été fait par Léger auprès de 1000 répondants. Et c'est pour savoir un peu la place de la conservation et des espèces menacées auprès de la population. Donc, c'est important de savoir que la conservation des espèces menacées et de leur habitat était importante à 96 %, soit très ou plutôt importante pour les gens sondés. Donc, c'est très important la conservation des espèces. Par contre, quand on leur demandait de nommer une espèce menacée phonique, les réponses étaient, il y en a 60 % qui n'avaient aucune idée et il y en a d'autres qui donnaient soit des espèces communes et peut-être 20 % qui ont réussi à nommer une espèce. Donc, oui, ils sont intéressés, mais ils ne les connaissent pas, les espèces menacées du Québec. Et par contre, 83 % des Québécois étaient intéressés par la conservation et croyaient avoir un rôle à jouer. Donc, un rôle soit très important ou plus ou moins important, mais quand même un rôle à jouer. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'il y en a 64 % qui voulaient savoir les gestes qu'ils peuvent poser et il y a 53 % qui pouvaient connaître les gestes posés par le gouvernement. Et encore plus loin que ça, je dirais qu'il y avait 60 % qui n'avaient aucune idée que le gouvernement travaillait sur les espèces menacées vulnérables. Donc, ça montre aussi l'importance de montrer qu'il y a des actions qui sont prises à ce niveau-là. Donc, c'est important de savoir que la conservation, ça fait partie des préoccupations. Un endroit où on peut faire un gain important, c'est qu'il y a seulement 3 % qui rapportent leurs observations phoniques. Donc, ça fait un très fort potentiel d'amélioration pour augmenter la science participative au niveau de la prise de données phoniques. Pour aller un petit peu plus loin, il y a un sondage qu'on a réalisé à l'automne durant la semaine de chauve-souris. Et on a réussi à rejoindre 400 personnes durant cette semaine-là qui ont répondu au sondage. Puis il y a 74 % des répondants qui n'avaient jamais entendu parler de sciences citoyennes ou de sciences participatives. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est encore très connu. Mais quand on l'expliquait, il y en a plusieurs qui étaient motivés. Donc, 71 % étaient motivés par l'apprentissage d'un sujet et d'autres voulaient contribuer. Donc, 65 % voulaient contribuer à la conservation. Donc, encore là, il y a un potentiel quand même important d'impliquer plus les citoyens. Et ce qui pouvait peut-être leur nuire, c'était que ça prenait trop de temps et les difficultés technologiques. Donc, d'avoir des bons outils puis d'avoir une façon d'aller les chercher peut-être justement dans leur cours, comme ça a été fait avec le dernier projet, où c'est quand même des façons de les impliquer de plus en plus. Donc, je vais terminer en résumant un peu que il faut savoir que pour contribuer à ces projets-là, plus on a de la science participative qui s'occupe sur de longues durées, qui est transdisciplinaire et qui récolte des données de qualité, plus on peut contribuer, pas juste à la science et aux articles scientifiques, mais aussi à la connaissance générale, donc
ça va transmettre dans la société, mais aussi pour la conservation, faire des mesures de conservation directes sur les différentes espèces rares ou en danger, mais que ça soit dans ce cas-là. Au Québec, il y a plusieurs projets de sciences participatives qui sont en activité, puis les résultats peuvent servir aux acteurs de conservation, dont le ministère. Puis je pense qu'impliquer les ministères sur ces projets-là amène que ces projets-là vont être de plus en plus pris en compte dans les politiques publiques. Donc, les citoyens connaissent souvent mal les espèces en danger ou rares et ils veulent s'impliquer dans la conservation. Donc, en fait, ce que ça dit, c'est qu'on veut pratiquement la même chose. On veut augmenter les connaissances sur les espèces en danger, mais on veut aussi utiliser la science citoyenne pour la conservation, alors que les gens veulent que leurs données soient utilisées pour la conservation. Donc, je voulais remercier les partenaires des différents projets. Là, ça implique beaucoup de projets, entre autres pour le projet d'Amélie, le sondage, mais aussi le projet Carapace là, qui est l'idée par conservation de la nature. Chauves-souris aux abris, c'est maintenant pan-canadien, donc on a plusieurs partenaires à travers le Canada. Voilà. Merci beaucoup, Anouk. Vraiment très, très, très éclairant. S'il y a des questions, n'hésitez pas à lever votre main pour poser des questions. Ah ben, on a Florence ici. Oui, Florence. Oui. Non, je voulais vous poser la question peut-être à toutes les deux. C'est maintenant, est-ce que vous imagineriez ces programmes de recherche sans la participation citoyenne? Est-ce que le chemin inverse de dire que toute cette mise en œuvre, maintenant, vous pourriez vous en passer? Je ne pense pas que c'est possible pour de nombreuses questions. Comme je l'ai expliqué un peu, les espèces rares, on n'a pas assez d'yeux et pas assez de ressources, surtout dans la conservation, pour pouvoir avoir ces données-là. Là. On n'a pas le choix si on veut connaître ce sont les espèces. Donc oui, c'est souvent... des fois, c'est venu de nécessité. Là, dans le cas des chauves-souris, il n'y a aucun moyen qu'on sache où ils sont dans les bâtiments si les gens ne nous le disent pas. Là, on ne peut pas aller faire des inventaires dans vos greniers. Donc, c'est des choses qui sont essentielles. Là. Fait que souvent, c'est venu probablement de la nécessité. Puis, il y a des projets qui sont différents, qui ont émergé d'idées ou de visions différentes. Mais dans ce cas-là, dans certains cas, c'est une nécessité là, d'utiliser les connaissances citoyennes. Et j'ai une deuxième question, si je peux me permettre, Julie. Bien sûr. Ouais. Est-ce que vous savez, mais c'est pour les deux projets, si certains des gens qui ont participé à la collecte d'observation comme ça l'ont mis dans leur curriculum, dans leur CV par exemple? Est-ce que c'est des choses qu'ils ont fait valoir après dans leur recherche d'emploi ou... Moi, je ne peux pas répondre pour des oiseaux à la maison, mais je sais qu'il y a plusieurs programmes d'inventaire différents au Québec, puis que souvent les gens qui veulent, entre autres, travailler dans le domaine de la biologie vont inscrire dans leur CV qu'ils ont participé à la récolte de données, comme des BBS, SOS Pop, entre autres, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une expérience qui est... Vas-y, Anne. Oui, j'engage à peu près 3 à 4 stagiaires par année, puis je le vois fréquemment là, dans les CV des stagiaires, là, participation à différents organismes. eBird est assez connu, là, fait qu'effectivement, les ornithologues là, qui sont très, très passionnés vont le mettre dans leur CV. Peut-être pas pour les chauves-souris, parce que c'est plus souvent les gens qui participent, c'est ceux qui ça donne, c'est ceux qui en ont dans leur propriété. Là. Donc, c'est pas juste ceux qui sont intéressés, là, ça prend des chauves-souris à proximité. Merci. Marie-Hélène? Oui, j'avais une question pour Anouk. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu, est-ce que tu pourrais donner des exemples de projets qui sont transdisciplinaires? Oui, c'est une bonne question. J'ai demandé ça. Justement, j'avais le projet de question doctorale à mon étudiante. J'ai dit, ouais, ça, tu devrais l'expliquer plus dans ton article parce que j'ai encore moi-même la misère. Là, ça y est, je me fais piéger. Il y a des projets, dans le fond, que... Non, mais on a parlé un peu, là, mais des projets qui vont vraiment intégrer la connaissance à différents niveaux. Je n'ai pas tout à fait d'exemple parce que j'ai demandé de l'ajouter dans son article. Je ne l'ai pas encore relu, son ajout. Mais ça m'a posé la question, parce qu'en tant que gestionnaire d'un projet, moi, j'ai moi-même répondu à son questionnaire là, et je me demandais justement comment, je pense pas qu'on est si transdisciplinaire que ça dans Chauves-souris aux abris parce qu'on reste vite dans notre élément, mais il y a des éléments qui ont parlé ce matin que j'ai trouvé vraiment qui étaient des bons exemples de transdisciplinarité là, avec
les Water Guardians, je ne sais pas si c'est le nom exact, puis au niveau de la science, puis des bactéries. Là, fait que là, on est vraiment dans un truc de santé et de récolte environnementale de l'eau. Fait que ça, je pourrais voir que c'est un bon exemple de transdisciplinarité où que là, on va vraiment chercher la santé. Là, il pourrait y en avoir, par exemple, dans la chauve-souris zapée, ce qu'on ne fait pas, mais il y a beaucoup des enjeux de rage là, avec les chauves-souris. Les gens ont très peur. Fait qu'on pourrait peut-être plus intégrer la partie sociale de ça, des craintes, la partie scientifique, de santé au niveau des maladies, puis tout ça. Fait que ça, c'est quelque chose peut-être qui pourrait être plus transdisciplinaire si on l'intégrait. Fait que c'est un peu comme ça que je vois là, les aspects de santé, psychologie ou de bien-être de la nature là, qui sont peut-être des choses qui pourraient être pensées à intégrer. Mais pour exemple, dans les projets existants, je n'ai pas eu le droit à ce qu'Amélie me dise exactement encore là, c'est lesquels les projets. Mais pour les chauves-souris, c'est vraiment intéressant justement parce que c'est vrai que c'est des espèces qui sont encore craintes par beaucoup de monde. Là. Puis là, justement, avec là, on en parle beaucoup moins maintenant, là, mais il y a une vingtaine d'années, il y a eu une grosse histoire là, sur des gens qui étaient décédés après avoir été mordus par des chauves-souris qui avaient attrapé la rage. Oui, puis je dirais que c'est revenu avec la COVID. Là. C'est sûr que les enjeux de transmission des maladies avec les chauves-souris, nous, on a rempli notre site Internet de chroniques sur la COVID, les chauves-souris, parce que ça ramenait une crainte là, au niveau des chauves-souris. Donc, le message est toujours le même. Là. Il ne faut pas rentrer en contact avec la faune. Et nous, on pense qu'on peut cohabiter avec une colonie de chauves-souris, mais il ne faut jamais que la chauve-souris puisse rentrer dans votre habitation. Donc, il faut vraiment que ça soit compartimenté et qu'elle se serve de certaines parties un peu vide de la maison, mais pas du tout de contact direct. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a des enjeux de santé publique et ça amène une dimension particulière parce que des fois, il faut marcher sur des œufs. Là. Des gens trop enthousiastes, c'est pas mieux non plus. Il ne faut pas qu'on se mette à... Il ne faut jamais que les enfants manipulent des chauves-souris. Donc, on a tout de suite il faut toujours ajuster notre discours puis parler toujours du pendant, le rage et du risque de santé. Là. Bien, merci beaucoup. Merci à vous deux parce qu'on a eu. Merci d'avoir eu cet échange en fait toutes les deux. Là, c'est très porteur. Alors, on a une dernière présentation dans cette série là. Alors, c'est une présentation de Jérôme Vasdispul de l'Université McGill avec Gabriel Richard de Gearbox Studio Québec. Donc, sur l'utilisation des jeux vidéo dans les sciences participatives. Alors, le Zoom est à vous, mes chers amis. Êtes-vous là? Oui, je suis là. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Parfait, super. Donc, merci Julie et Rémi aussi pour l'invitation à ce colloque et pour pouvoir montrer ce projet qui me tient beaucoup à cœur. Je donnerai ce talk donc avec Gabriel qui est ici aussi, vous devez le voir dans les panélistes, avec qui on a vraiment collaboré au cours des 2 dernières années, assez étroitement échanger les idées. Et donc, on va essayer de retranscrire ça au travers de ce talk. Donc, pour commencer, en fait, on va complètement changer de sujet. On va maintenant passer dans le virtuel, puisque je voudrais d'abord commencer par dire que la première chose que je veux introduire dans ce talk, c'est que qu'est-ce qui a changé complètement nos sociétés et nos vies au cours des dernières années? C'est indéniablement le World Wide Web. Ça a permis de faire une réorganisation de l'information et de la société à une échelle qui n'avait jamais été possible précédemment. Et en particulier, comme c'est le cas pour tous, c'est aussi le cas pour les sciences citoyennes. Et on a vu, comme on a parlé un peu précédemment, que ça a permis de rassembler très rapidement des groupes de personnes pour effectuer des tâches. Alors, on a parlé de eBird précédemment, mais avant ça, il y avait aussi des projets comme SETI-Atom qui étaient partager les ressources informatiques et aussi partager comment on alloue ces ressources informatiques. On a aussi des projets comme Zooniverse qui sont de la classification d'images astronomiques. Et donc, le web a grandement participé à développer les sciences citoyennes. Il faut prendre je voudrais dire, réouvrir les sciences au public, parce qu'on imagine les scientifiques de nos jours, on est devenu professionnel au cours de l'évolution de nos sociétés, et maintenant, grâce au web, on redevient public, on redevient des citoyens. Mais l'idée, c'est que qu'est-ce qu'on fait sur le web? On ne fait pas que des sciences. Et en particulier, on fait beaucoup de jeux. Et imaginez-vous que pour les jeux vidéo, on passe grosso modo 5000 vies chaque semaine, collectivement bien sûr, à jouer à des jeux vidéo. Et c'est une énorme masse de travail si on considère que jouer à un jeu, c'est en fait résoudre un problème de manière ludique,
mais c'est résoudre un problème. Et donc, très vite est venue l'idée de se dire qu'il y a une masse énorme d'intelligence humaine qui est dépensée pour résoudre des problèmes en partie sur le web. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut essayer d'en extraire un peu de cette attention, cette intelligence, pour faire des choses reliées à la science. Et c'est comme ça qu'est né ce principe de jeu de découverte scientifique, où l'idée est de se dire que on a beaucoup parlé de collecte de données, d'observation jusqu'à présent, mais ce qu'on peut aussi faire, et c'est l'essence du jeu même, c'est résoudre des problèmes complexes par le biais du jeu. Parce qu'un jeu vidéo, c'est résoudre un problème complexe. Alors, des jeux comme on voit ici Foldit, qui a été fait en 2008, un des pionniers de ce genre d'approche, où on a essayé de résoudre, de replier des protéines par le biais de jeux, aider les algorithmes à mieux replier les protéines. Philo, qui est venu juste après, qui est notre projet dont je vais un peu parler. Mais il y a plein de, jeux de projets différents et de jeux différents comme Eterna pour designer des ARN, concevoir des ARN, iWire pour déchiffrer le cerveau humain, ou faire de la mécanique quantique avec des coups de cou ou Quantum Moves. Il y a vraiment plein de jeux disponibles sur le web. Donc, ce que je vais vous discuter peut-être aujourd'hui, c'est un jeu qu'on a lancé nous en 2010. Et c'était le second jeu qui a eu un gros succès après Foldit. Et ce qui était vraiment important de mon point de vue aussi, c'est qu'on a vraiment démarré avec des étudiants undergraduate students de premier cycle universitaire et qu'on s'est amusé à développer ça. Et le projet a vraiment s'est développé avec leur aide. Et donc l'idée de Philo, c'est d'essayer à la base, je suis un bioinformaticien et je m'intéresse à la génomique. Et est-ce qu'on peut impliquer par le biais de jeux les citoyens à nous aider à résoudre les énigmes de génomique les plus complexes. Alors, le problème le plus central en bioinformatique et en génomique, c'est ce qu'on appelle le problème de l'alignement multiple, et c'est grosso modo, en un slide, on sait maintenant séquencer les données relativement facilement. On peut prendre le génome humain, on le fait en quelques journées, on peut le faire pour plein d'espèces différentes. Mais par eux-mêmes, quand vous séquencez un génome, vous avez 3 milliards de caractères, mais il n'y a pas de dictionnaire qui vient avec. Vous ne savez pas à quoi correspond quoi. Pour déchiffrer ce génome, on essaie de comparer les génomes de plusieurs espèces pour essayer d'identifier des régions similaires qui sont des indicateurs que quelque chose d'important se passe ici. Mais comme tous les problèmes, c'est un problème très compliqué que la machine seule ne peut pas résoudre. Et l'idée qu'on apporte là-dessus, c'est que, et c'est ce qu'on fait en science, c'est de dire qu'on a des algorithmes pour nous aider à craquer les données au début, mais ensuite, les scientifiques derrière corrigent les biais de l'algorithme, les erreurs, les réinjectent des algorithmes. Il y a une loupe qui se crée comme ça, homme-machine, pour résoudre ces problèmes. Et typiquement, ça se fait par le biais d'interfaces comme celle-ci, où on voit qu'un algorithme commence par aligner les séquences, donc les organise, mais ensuite, c'est l'humain qui va regarder si la machine n'a pas fait une erreur. Et vous voyez dans cette interface ici, les nucléotides ont été coloriés parce qu'on essaie de faire appel à nos capacités visuelles, de reconnaissance de motifs visuels, qui a été développé durant l'évolution humaine et pour lequel nos cerveaux sont extrêmement puissants et consomment très peu d'énergie pour faire des tâches très complexes. Et donc, l'idée, c'est que ces interfaces sont très efficaces pour tirer parti de notre cerveau. Mais en même temps, on génère des séquences maintenant, tellement de séquences que c'est impossible, même si on mettait tous les scientifiques derrière les ordinateurs, d'arriver à faire ces tâches-là. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'impliquer plus de monde à l'intérieur. Et c'est là qu'on a développé ce jeu qu'on appelle Philo, qui est une sorte de Tetris ou une sorte de puzzle coloré, où l'idée, c'est qu'on peut faire abstraction complètement du problème derrière. On peut s'amuser, du mieux qu'on peut en tout cas, on peut s'amuser à aligner ces briques un peu à droite, à gauche, et à nous aider à améliorer les aliments qui existent. Donc, Philo, vous voyez l'interface ici, avait été lancée en 2010. Initialement, on avait regardé 700 gènes, des régions promotrices de 700 gènes humains, et on les avait comparés avec 100 espèces de mammifères. Et au cours de ces 10 dernières années, on a eu plus d'1 million de solutions collectées, plutôt près de 2 millions maintenant, entre 300 et 400 000 personnes qui ont participé. Et on a montré qu'on avait entre 40 et 95% d'amélioration comparée aux algorithmes connus. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a toujours une participation constante. On a 200 utilisateurs journaliers. Et même
si au début, on avait pratiquement 700 heures de travail par jour, là, on est arrivé pratiquement à 50 heures par jour qui sont générées par le biais du jeu. Mais le problème qu'on va dire évidemment, c'est le problème qu'on voudrait. Philo était une preuve de concept. Où on veut aller, c'est pour pouvoir nous aider à cartographier un des problèmes les plus importants du moment, qui est le problème du microbiome humain. Et on en a parlé ce matin dans un talk de Yves Brun, si je me souviens bien. L'idée, c'est qu'on veut collecter plein de ces microbes et les aligner. Mais la tâche est fantastique. On aurait besoin de faire plusieurs millions de puzzles, récolter des centaines de millions de solutions. Et si on faisait ça avec Philo, ça nous prendrait plus d'un siècle. Et maintenant, la question que je pose, c'est comment est-ce qu'on peut faire ça? Parce qu'on n'aura jamais assez de personnes qui vont venir sur Philo pour jouer. Et c'est là que je tape à la porte de Gabriel, qui peut-être me dit que lui, il connaît des gens qui jouent à des jeux vidéo. Oui, comme tu l'as bien dit, Jérôme, en début de présentation, il y a énormément de personnes qui jouent aux jeux vidéo, qui investissent beaucoup de temps dans ces jeux-là. Et autant Philo va être intéressant. Bon, Gabriel, on a un petit problème avec le son. On ne t'entend pas très, très bien. Non, on t'entend vraiment très, très assuré. J'ai l'impression que c'est ton micro qui n'est pas très bien connecté. 1, 2, 1, 2. C'est parfait comme ça. Parfait. Désolé tout le monde pour le petit souci technique. Mais en fait, pour reprendre, comme l'a si bien dit Jérôme en début de présentation, il y a une très grande quantité de joueurs, une très grande communauté de joueurs tout à travers le monde qui investissent une quantité de temps astronomique à solutionner des problèmes de manière ludique, comme il l'expliquait si bien. Mais il y a juste un problème, c'est que les joueurs ne vont pas sur le site web de l'Université McGill pour trouver des jeux. Donc, Philo, en fait, qui réside sur cette plateforme web-là, parlait pas tout à fait à la communauté de gamers. Mais par chance, moi, je travaille pour Gearbox Studio Québec et on travaillait à l'époque, quand on s'est rencontrés, sur le jeu Borderlands 3, qui était une franchise qui, elle, s'adresse à plusieurs dizaines de millions de joueurs potentiels. Donc, avant de continuer, Borderlands 3, je ne suis pas sûr que tout le monde dans la salle connaisse. J'ai préparé une petite vidéo en guise d'introduction. Donc, je vous avertis d'avance, il va y avoir un peu de violence, de la violence comique et cartoon, mais je vais vous montrer la vidéo quand même. C'est moins d'1 minute. Donc, on arrive comme ça avec un univers qui est complètement déjanté, éclaté. C'est un jeu évidemment d'action où la majorité du temps est passé à tirer sur des ennemis. Fait que là, on a fait un pari qui était un peu d'apparence risquée, en fait. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut prendre, comme j'ai dit, les millions de joueurs qui s'intéressent à Borderlands 3 et les amener à résoudre des problèmes d'alignement génétique. Pour ça, Jérôme, son équipe et plusieurs développeurs du Studio de Québec, on s'est penché sur le problème et je vais vous présenter un peu les solutions qu'on a développées pour y arriver. Donc, je vais partager mon écran. Ça ne sera pas long. Donc, vous devriez voir mon écran en ce moment même. Oui, tout à fait. Alors, donc, le nom du projet de l'insertion de l'expérience de sciences citoyennes dans Borderlands, on l'a surnommé tout simplement Borderlands Science. Et comme j'ai décrit, notre objectif, c'est de prendre le jeu et de l'amener à l'intérieur de Borderlands 3 et de l'exposer, à beaucoup de joueurs. Donc, j'ai montré une vidéo très rapidement. Il y avait de l'action, c'était très chaotique, mais il y a une structure de jeu quand même. En fait, je vais la décrire très brièvement. Il y a ce qu'on a vu tout à l'heure, des explosions partout, du combat.
On va appeler ça la phase action, qui dure en général entre 30 et 45 minutes dans une session de jeu. Mais entre chacune des phases action, les joueurs retournent dans leur vaisseau spatial, qui est en fait une forme de base, et pour se préparer à la prochaine mission. Pour récupérer, par exemple, faire progresser l'histoire, vendre le matériel qu'ils ont réussi à avoir pendant la phase d'action. Et cette phase-là, on l'appelle la phase de préparation, qui dure entre 5 et 10 minutes. C'est aussi une période qui permet aux joueurs de décompresser un petit peu, de refroidir avant de ressauter dans l'action. Et ça, en fait, ce cycle de jeu-là peut continuer pendant des centaines d'heures. Donc, nous, on a décidé de cibler la phase préparatoire, en fait. Ce moment où c'est que l'action diminue un peu, que le joueur peut prendre le temps de se concentrer sur des choses autres que juste tirer sur des ennemis. Donc, notre jeu allait résider à l'intérieur du vaisseau spatial des joueurs. Pour lui donner une présence physique, on a décidé de créer une borne arcade tout en 3D qui fit bien dans l'univers visuel et créatif de Borderlands et qui est à l'arrière du background de Jérôme à l'heure actuelle, toujours là. Donc, cette borne arcade-là est accessible et est présente dans le vaisseau spatial, ce qui attire l'attention très rapidement des joueurs. Ensuite, il fallait une intégration mécanique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il fallait que les joueurs qui prennent une pause de l'action aient une raison valable d'investir du temps et d'engager avec ce jeu-là. Qu'est-ce que ça veut dire très exactement? Nous, on a décidé d'utiliser la stratégie des boosters. En fait, compléter des puzzles va donner aux joueurs des boosters. Et qu'est-ce que c'est? C'est des items, en fait, qui permettent aux joueurs d'augmenter leur performance dans le jeu. Soit de progresser plus vite, soit d'être plus puissant, soit d'avoir la chance de tomber sur des items plus rares. Bref, ils sont récompensés à chaque fois qu'ils complètent des puzzles. En fait, ça a tellement eu de succès qu'il y a eu plusieurs articles qui sont parus autant dans la presse généraliste que spécialisée qui disaient aux joueurs « Hey, si vous voulez vraiment optimiser votre jeu, allez jouer au jeu de science à l'intérieur de Borderlands. » Donc, ça a été un bon succès sur ce côté-là. Mais aussi, compléter l'ensemble des puzzles les plus difficiles rapportait des éléments cosmétiques. Puis ces éléments cosmétiques-là pouvaient devenir virals. D'abord, qu'est-ce que ce sont que ces éléments-là? Ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs, à l'intérieur de l'univers de Borderlands, incarnent des personnages et que ces personnages-là peuvent être costumés à leur guise. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des costumes spéciaux qui pouvaient être obtenus seulement en complétant les puzzles les plus difficiles de Borderlands Science. Je vous en montre quelques-uns. Ils sont tous dans l'esthétique rétro, néon. On en a fait aussi du matériel promo parce qu'on trouvait on était fiers de notre travail. Donc, ça, c'est les 4 costumes exclusifs à Borderlands Science que les joueurs pouvaient gagner. Et quand on dit que c'est viral, c'est que c'est un jeu qui est en ligne. Donc, lorsque je joue avec un ami, par exemple, et que je vois son personnage costumé de manière vraiment cool, puis que je lui demande où est-ce qu'il a eu accès à ça, c'est là qu'il peut répondre, mais c'est en complétant le jeu de Borderlands Science, tu devrais y aller toi aussi. Donc, c'est une petite dimension virale qu'on allait chercher là aussi. Ça, c'était pour l'intégration mécanique, donc ce qui justifie l'investissement de temps. Mais il y a aussi des joueurs qui jouent à Borderlands, mine de rien, pour l'histoire. C'est un jeu qui est bourré d'humour, qui a une trame narrative à suivre. Donc, on a jugé bon aussi de donner à ces joueurs-là quelque chose. Ce qu'on a fait, c'est qu'essentiellement, le jeu est intégré dans l'univers. On l'a associé à un des personnages qui est en fait un scientifique, qui est à bord du vaisseau, qui est très imbu d'elle-même et qui prétend être la personne la plus intelligente de la Terre et de tout l'univers, en fait, et qui, pour le prouver, a construit cette machine-là, qui est en fait une forme de test d'intelligence. Puis, en fait, c'est met au défi le joueur d'essayer d'être plus performant qu'elle. Puis, tout au long de l'expérience, d'autres personnages de l'univers vont interagir avec le joueur. Donc, ça, c'est l'intégration narrative, elle, était vraiment importante pour ajouter de la cohérence à l'expérience de Borderlands Science à l'intérieur de l'univers de Borderlands 3. Mais on a quand même sous-estimé quelque chose et on a fait plusieurs tests utilisateurs et ça nous a permis de nous mettre ça en lumière. On a sous-estimé l'intérêt pour la science, pure et dure. En fait, au début, on gardait la science au minimum. On expliquait à demi-mot seulement
que les puzzles qu'ils étaient en train de régler, c'était des trucs qui avaient un peu rapport à l'ADN, parce qu'on avait peur de chasser les joueurs, en fait. Au contraire, tous les joueurs qui ont testé disaient on veut en savoir plus, on veut comprendre comment on aide la science, puis en fait, on est vraiment heureux d'aider la science comme ça. Donc, vraiment, aider la science en soi était un élément motivationnel qui est suffisant pour beaucoup de nos joueurs qu'on a fait en test. Heureusement, vu que c'était avant que l'apparition du jeu, on a réussi à injecter un peu plus de science dans toute cette aventure-là, mais c'est un apprentissage clé. Même si les intégrations mécaniques et narratives sont essentielles, les joueurs veulent être exposés à la science à laquelle ils aident. Donc, maintenant, on va parler un petit peu. Là, j'ai parlé de comment le jeu était intégré. Vous avez vu les captures d'écran montrées par Jérôme. On a quand même réalisé beaucoup de changements du jeu original pour atteindre nos objectifs à l'intérieur de Borderlands Science. Je vais faire un survol de ces changements-là. Ce que vous avez à gauche, c'est une des captures d'écran, en fait, de la forme finale du jeu. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est compléter un puzzle de philo, ça peut prendre une dizaine de minutes et parfois même beaucoup plus. Je me souviens moi-même avoir été pris pendant plusieurs dizaines de minutes sur un seul puzzle. Nous, en fait, notre objectif, c'était d'avoir des puzzles qui duraient moins d'une minute, voire même une dizaine de secondes tout au plus, pour rester tout le temps réactif et garder captiver nos joueurs. Heureusement, l'équipe de McGill a été extrêmement collaboratrice, puis aidait en fait à générer des puzzles qui étaient adaptés à nos besoins, c'est-à-dire des puzzles qui, au lieu de ratisser très large sur la bande génétique qu'on est en train d'analyser, qui se focalisaient beaucoup plus. En fait, notre stratégie, c'est que puisqu'on va avoir accès à un nombre énorme de joueurs, on peut se permettre de faire des plus petites bouchées au niveau des puzzles. Ensuite, vous avez aussi un changement de plateforme. Philo se joue sur un navigateur web avec une souris, tandis que notre jeu, lui, se joue sur un téléviseur beaucoup plus loin, avec une manette de jeu plutôt qu'un clavier souris. Donc, il y avait beaucoup d'adaptations à faire là. Ensuite, Philo, c'est un jeu qui est parfois compliqué, en fait. Si on s'attarde aux règles de score, elles sont brièvement expliquées comme ça, puis quand on les montrait aux joueurs, souvent, ils restaient longtemps devant l'écran à essayer de comprendre exactement ce qu'on leur demandait de faire. On a dû réaliser des simplifications massives qui ont généré beaucoup de discussions entre l'équipe de développement et l'équipe de chercheurs. Mais c'était vraiment important pour nous permettre d'atteindre notre objectif d'avoir des puzzles qui se consommaient en quelques secondes seulement. Et évidemment, on a aussi doté le jeu d'une nouvelle direction artistique. En fait, on voulait rendre le jeu intégré dans l'univers de Borderlands, lui donner des allures ici rétro, beaucoup. Puis ça, c'était ce qu'on appelle un mood board, qui était des inspirations visuelles auxquelles on se référait pendant le développement. Je vais parler un petit peu de la collaboration entre la conception de jeu et la science, parce qu'au début, il y avait beaucoup d'hésitation de mon côté, moi personnellement. En fait, on n'était juste pas à l'aise de modifier le jeu, la mouture de Philo en tant que telle, puisque pour chaque changement qu'on proposait ou qu'on faisait, on avait peur d'en compromettre l'intégrité scientifique. On a pu sortir un peu de cette impasse-là avec de nombreux meetings en personne avec l'équipe de McGill. Essentiellement, on a eu droit à des cours de sciences gratuits. C'était très bien. Mais en fait, ce qui était important, c'était de vraiment tout expliquer à l'équipe de développement. Donc, si un jour vous faites affaire avec des développeurs de jeux, sachez qu'ils doivent vraiment comprendre l'ensemble des variables avec lesquelles ils travaillent, parce que la conception de jeu, c'est une discipline qui est systématique et on doit tout comprendre, en fait, pour être capable de proposer de manière ciblée des changements, des simplifications, etc. Et on a aussi fait plusieurs séances de brainstorm avec l'équipe de recherche, puis certaines des meilleures idées venaient de l'équipe elle-même, simplement parce que, oui, elles avaient conçu Philo, mais elles savaient aussi comment elles pouvaient traiter et changer les données tout en gardant leur objectif d'intégrité scientifique. Donc, en fait, c'est important aussi de ne pas se sentir, en tant que scientifique, à l'écart de la conception de jeu. Au contraire, vous pouvez participer aux discussions. Et ça, ici, je vais passer très rapidement, mais c'est quelque chose qui arrive beaucoup dans l'industrie du jeu vidéo. C'est-à-dire, c'est des cycles qui étaient un peu lents de développement ou qui sont chaotiques. Nous, on travaillait à l'époque sur Borderlands 3, comme je l'ai raconté. Donc, Borderlands Science était souvent vu comme
un projet, un petit bonus qu'on faisait comme ça. Donc, il était souvent retardé, en fait. Et il y a même plusieurs développeurs de l'équipe qui se demandaient juste si ça allait voir le jour, ce projet-là. Par rapport à ça, l'aide de l'équipe de McGill était vraiment importante, qui ont maintenu le projet en vie avec des discussions toujours, soit par courriel, soit des appels, soit encore des meetings en personne, pour s'assurer un peu de taper la cadence, puis de s'assurer que le projet ne sombrait pas dans l'oubli. Ça a aidé à garder les développeurs engagés. Puis donc, c'est ça, les horaires de développement en jeu sont imprévisibles, donc il faut souvent entretenir la flamme. Là, en fait, j'ai une vidéo d'à peu près 4 minutes qui va montrer le résultat de l'aboutissement en fait, de tous ces travaux-là. Est-ce qu'on a le temps, Jérôme, d'après toi? Faut demander à Julie surtout. On est un peu serré, mais ça dépend. Vous aurez peut-être moins de questions par après, si on le regarde au complet. Donc, la vidéo que je vais vous montrer, c'était la vidéo d'introduction qui est montrée aux joueurs lorsqu'ils interagissent pour la première fois avec la borne arcade. Je vais vous partager cela. Salut, ici Mayim Bialik, actrice, docteur en neurosciences, chercheuse et numéro 1 dans vos cœurs. Je suis là pour vous parler de jeux vidéo et de science et de comment on peut les inciter à se rouler de grosses pelles, avec consentement. En 2 mots, en jouant à Borderlands 3, vous pouvez contribuer à la recherche scientifique dans la vraie vie, en traitant des données dans notre monde réel rempli de viande humaine. En parlant de viande, savez-vous que plus de la moitié des cellules de notre corps viennent d'ailleurs ? Seulement 43% de nos cellules sont d'origine humaine. Le reste provient de microbes extérieurs. Ces microbes ont un énorme impact sur la santé de notre corps. Plus on étudie ces microbes, plus on fera la lumière sur les masses d'aliens et de terreurs existentielles qui s'accumulent dans le corps humain. Ces microbes sont constitués d'ADN, tout comme nous. Chaque microbe possède sa propre signature ADN, et les espèces similaires de microbes ont un ADN semblable. Si on pouvait classer toutes les espèces de microbes présentes dans le corps humain, plus de la moitié de nos cellules, je le rappelle, on apprendrait des tonnes de trucs sur nous-mêmes. Pour ce faire, la Microceta Initiative a collecté des dizaines de milliers d'échantillons. Pour reprendre le terme scientifique, des troncs, pour extraire et séquencer l'ADN des microbes qui s'y trouvent. Et il ne nous reste plus qu'à organiser ces données. Bien que les ordinateurs soient très forts pour faire de gros calculs ou identifier des contenus porno particuliers, il rame encore un peu pour analyser les informations d'ADN. Car voilà, les différentes espèces de microbes ont des ADN similaires, mais pas identiques. Ainsi, cartographier leurs séquences peut se révéler ambigu. L'ordinateur fait plein de petites erreurs susceptibles à terme de corrompre l'analyse. Ce qui nous ramène aux jeux vidéo. Nous avons donc plusieurs millions de séquences faisant chacune 150 nucléotides de long, parsemées de petites erreurs d'analyse informatique. Comment faire disparaître ces erreurs? Avec votre aide. Nous avons divisé ces millions de séquences ADN en puzzles de la taille d'un amuse-bouche, auxquels vous pouvez jouer dans Borderlands 3. Et tâchez de ne pas penser au fait que cet ADN provient de morceaux d'excréments humains quand je dis amuse-bouche. En jouant à Science Intergalactique dans Borderlands 3, vous aiderez directement nos scientifiques à organiser et à comparer ces données fécales. Ce jeu est tout simple. On vous présente divers brins d'ADN, tous constitués de tuiles individuelles. Votre boulot consiste à placer un maximum de ces tuiles dans les bonnes rangées, tout en faisant correspondre les couleurs. Il n'est pas toujours possible de tout aligner parfaitement, mais c'est pas grave. En jouant à ce jeu et en associant les séquences, vous pointez les erreurs dans nos analyses informatiques et vous aidez nos scientifiques dans le monde entier à construire un meilleur algorithme pour l'avenir. Et comme ce projet est en accès ouvert, toute la communauté scientifique pourra en bénéficier. Ces recherches pourraient déboucher sur un catalogue universel de tous les microbes connus. Et par la suite, à de grandes découvertes alimentaires, médicales, sportives. Tout est permis. Et ça démarre avec vous, qui jouez à un jeu vidéo. Mais si la quête de connaissances ne suffit pas à vous motiver pour trier des microbes rectaux, n'ayez crainte. En jouant à Science Intergalactique, vous gagnez de la monnaie dans le jeu, à dépenser contre des bonus pour vos personnages. Oh, et c'est complètement gratuit. Vous n'avez qu'à activer la machine de Science Intergalactique sur Sanctuary 3 et à trifouiller le microbiote. Et juste, peut-être pour terminer ici, je vous demanderai les résultats qu'on a ici. C'était dans les 3 premiers mois, on a eu plus d'1 million de participants.
Et ça fait pratiquement 1 an qu'on a dessus, donc on est bientôt de statistiques. Et on a vraiment réussi à atteindre ce chiffre de 50 millions en 3 mois de solutions collectées, qui nous fait passer une étape supplémentaire dans la résolution de ces problèmes. Donc maintenant, on a fini, et puis on est ouvert à une question s'il a le temps. Merci beaucoup. C'est vraiment très inspirant de rentrer dans ce milieu-là qui est tellement loin des autres milieux dont on a parlé pendant la journée. C'est vraiment très, très exotique pour nous, en tout cas. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires pour vous? Oui, Florence? Moi, je suis désolée, j'en aurais une, mais est-ce que vous savez si les professeurs s'inspirent de ça, trouvent que ça serait une façon d'enseigner la méthode scientifique ou des choses avec des élèves? Oui, en fait, le jeu philo, par exemple, maintenant est plus dérivé vers un outil d'enseignement et qui est utilisé dans plusieurs dizaines d'universités dans le monde. Et puis, on développe cet axe-là. On tire parti du fait que c'est des règles plus compliquées, mais l'idée qu'on a avec Borderland Science, comme l'a expliqué Gabriel, c'est qu'on a voulu changer le paradigme. Au lieu d'attendre que les gens viennent nous chercher, eh ben, on va chez eux et on les fait participer. Et c'est ce qui est important pour faire exploser la science citoyenne, c'est vraiment essayer d'envahir l'espace public et là où les gens sont pour les faire participer. Et comme disait Gabriel, les gens trouvent ça cool. Donc, c'est vraiment une relation bénéfique de chaque côté. Janie? Je me demandais, c'était quoi les motivations de la boîte de Gabriel à investir du temps, de l'énergie, de la créativité dans un projet scientifique comme ça? C'est quoi? Est-ce que vous pensez que vos ventes de jeux vidéo vont augmenter à cause de ça ou c'était quoi le rationnel? Il y avait vraiment plusieurs acteurs différents. Un des premiers, c'est simplement, moi, en fait, ma formation, c'était une formation scientifique avant d'aller de migrer vers le domaine du jeu vidéo. Et un des directeurs du studio à Québec vient aussi du milieu académique, qui a un PhD. Donc, il y a plusieurs personnes qui gravitaient chez Gearbox Studio Québec qui adorent la science et qui, en fait, rêvaient de pouvoir sauter sur une occasion comme ça. Ensuite, par contre, c'est vrai, on y a vu aussi une opportunité d'affaires. Pas nécessaire, on ne pourrait pas dire que ça a augmenté les ventes. En fait, c'est impossible à dire avec les données qu'on a. Mais par contre, une chose est certaine, c'est que ça l'a fait parler beaucoup. Ça a été, au niveau des relations publiques, quelque chose de très bénéfique. En fait, tout au long du développement de Borderlands 3, il y a eu le moment de la sortie du jeu, évidemment, qui a fait un battage médiatique. Ensuite, il y avait du contenu additionnel tout au long de l'année, incluant, à quelque part, je pense que c'était au mois d'avril dernier, la sortie de Borderlands Science. Et il n'y a aucun autre événement qui a été plus important que la sortie de Borderlands Science. Le contenu additionnel, des nouveaux niveaux, des nouvelles quêtes, tout ça faisait parler beaucoup moins que la borne arcade qu'on a placée dans le vaisseau spatial. Donc, en fait, ça a eu un tel succès au niveau de la presse que c'est presque assuré, en fait, que pour les prochains jeux, nous, on regarde toujours des opportunités pour rajouter encore des projets de science citoyenne. Fantastique, merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. Ouais, là, vraiment, on vous ouvrez une porte de possibilités qui est vraiment, vraiment intéressante. Ah, Marie-Hélène? Moi, je voulais juste dire que je trouve ça super aussi. Moi, je suis vraiment pas une gameuse, là, mais c'est fascinant ce que vous avez fait. Puis j'aime beaucoup la notion d'intelligence humaine qui est investie dans ces jeux-là puis qui peut servir justement à des fins scientifiques, là. Fait que félicitations, c'est vraiment intéressant. Merci. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et je suis sûre que ce n'est pas le seul univers encore à visiter. Et je vous proposerais en fait de finaliser tranquillement ce colloque-là. On a une personne qui est restée avec nous toute la journée, Florence Bellin de l'Université Lyon. Merci beaucoup d'être restée avec nous parce qu'elle est en France, donc il est un peu tard. Merci beaucoup d'être avec nous. Puis on a vraiment hâte, en tout cas, j'ai vraiment très hâte d'avoir votre regard un peu extérieur sur toutes nos discussions, sur tous nos échanges. Puis voilà, d'apprendre un peu plus de votre regard plus lointain de notre quotidien à nous.
Pas de souci, merci Julie. Bon, c'est dur d'enchaîner après ce voyage intergalactique, etc. C'est un peu dur quand même après. Non, déjà, je voulais vous remercier pour cette invitation, le Fonds de recherche du Québec, et puis pour ce voyage, vraiment, c'était passionnant. Toute la journée, ça a été passionnant. Ça montre une société, voilà, c'est des paysages, c'est des pratiques, c'est de l'investissement, c'est de l'engagement. Et puis, ça fait écho à pas mal de choses que nous, effectivement, on vit en France. Juste pour que vous le sachiez, moi, je suis docteur en information et communication après des études en physique théorique. Et aujourd'hui, je suis directrice d'un service qui s'appelle Sciences et Société à l'Université de Lyon et où on gère de la médiation scientifique, donc de la communication scientifique, comment diffuser les résultats des chercheurs. On fait de la recherche participative, on a une boutique des sciences. Donc là, je vais tout rapidement présenter. Et puis, on travaille, c'est en lien aussi avec l'éthique. Je supervise aussi une plateforme sur l'éthique de la recherche. Donc, tout ça n'est pas... On en a parlé aujourd'hui, de la culture scientifique et technique. On en a parlé, voilà, il y a un peu toute cette palette. Et on voit bien que dans tout ce qu'il y a eu, qui sont plein de types de recherche de citizen science, comme vous disiez, de la science citoyenne, de la recherche participative, de la science participative, de la recherche-création, on voit bien que c'est différentes finalités quand même, mais que tout ça s'imbrique. Hein, que tout ça a un lien, et puis j'y reviendrai. Juste pour la boutique des sciences, donc je rends hommage à Florence Piron qui nous a quittés il n'y a pas longtemps et qui elle, avait l'accès au savoir à l'Université de Laval, c'est de dire que là, les chercheurs vont travailler pour la société civile, avec la société civile, donc j'utilise les termes français, hein, j'en suis désolée, mais je suis plus à l'aise, par le biais du travail des étudiants, qui est encore une autre dimension qu'on a moins vue aujourd'hui, mais c'est par le fait que des étudiants travaillent dans des communautés, des collectivités, des étudiants supervisés par des chercheurs, que ce dialogue-là, citoyen-chercheur, se fait. C'est encore une autre dimension. Alors, quelques remarques très générales, parce que comme ça, à chaud, c'est pas évident, et ça sera un petit propos un peu impressionniste. Mais moi, je me dis, quand on parle de sciences participatives ou de recherche participative, je trouve que ça revient à se dire, j'ai un écho là, ouais. À quoi sert la recherche? En fait, ça sert à quoi la recherche? Je trouve que ça interroge ça. Et ça pose la question, alors d'autant plus pendant la période que l'on vit, cette histoire de Covid, etc., où on voit l'importance de la recherche, mais aussi le chaos, le bruit médiatique, aussi la complexité des problèmes, aussi les zones d'influence, etc. Je pense que la question à quoi sert la recherche, qui est quand même une question existentielle assez forte pour la recherche, elle est nécessaire. Elle est encore peut-être plus nécessaire aujourd'hui. Et je pense que si on se dit, mais pourquoi faire de la recherche avec les citoyens aujourd'hui, après cette crise, c'est d'autant plus important. Il y a des phénomènes très profonds qui est surtout, c'est que la recherche est partie vers une big science. Je pense qu'il y a quand même un mouvement, et on pourra discuter, mais de fond qui fait que on est parti dans des grands enjeux, dans une science mondialisée, avec une course à la publication, avec des phénomènes très compliqués, etc. Avec parfois, peut-être, on a un peu laissé de côté des questions peut-être plus simples, mais qui sont nécessaires à la société. On a découvert le boson de Higgs, on est allé sur la Lune, mais par contre, la pauvreté, on l'a évoqué, la question de comment vivre avec un enfant qui est en difficulté, on n'a pas de solution, on apporte des éléments. Donc je pense qu'il y a quand même un gap, et vous me le direz, et que on le voit d'un monde académique qui est parti dans des grandes questions, qui a été beaucoup sur la question de l'innovation technologique, et j'y reviendrai, mais peut-être qu'il a un petit peu laissé de côté la société. Or, la société, elle a des besoins. Elle a des besoins. La preuve, tous vos sujets le montrent. Elle a des attentes vis-à-vis de la recherche. Elle a besoin de la recherche et elle a des valeurs. Et ça, on en reparlera tout à l'heure.
Donc là, je pense que maintenant, on est arrivé à un mariage, à une alternative là, qui est nécessaire. Et on voit, comme vous l'avez évoqué tous, et surtout dans la science participative, les gens ont envie d'en être. Les gens ont envie d'y contribuer. Et les gens croient à la science. J'appréciais votre propos, monsieur, à la fin, en disant, ils viennent pas que jouer parce qu'ils ont envie de jouer. Ils pourraient jouer à autre chose, en fait. Ils ont envie de contribuer. Ils ont envie de contribuer à la conservation de la biodiversité. Donc, il y a quand même un engagement de la société qu'on ne peut pas nier. Au contraire, il faut en profiter. De surcroît, on a quand même une société de plus en plus cultivée, de plus en plus formée. On a les fruits de ça. Hein. On a moins des problèmes d'illettrisme qu'il y a une époque. Donc, on a une société civile active, proactive, et puis qui a envie d'être partie prenante. On le voit sur le réchauffement climatique, on le voit même avec les jeunes. Ils ont envie d'en être, ils ne sont pas là passifs. Donc, je pense que le temps est important de travailler sur cette alliance. Aussi, je reviens à la crise. J'ai lu un article là, de Barbara Stanger sur la question des hôpitaux. On voit que les hôpitaux ont essayé de développer des nouvelles technologies, des nouvelles innovations, etc., la e-santé, mais parfois, maintenant, on sait plus fabriquer nos masques. On a des problèmes de terrain. Et je reprends votre expression, Monsieur Quirion, de dire à un moment donné, alors on y reviendra sur cette histoire de terrain, mais il faut aussi manager les deux. Les deux vitesses, elles vont de pair. Parce que si on n'est que dans les grandes innovations, mais avec un socle de base qui est mauvais, on voit ce que ça donne. Donc, le temps est venu pour moi d'un équilibre, même si la science participative n'est pas nouvelle. On l'a vu dans la botanique, il y a toujours eu des pratiques amateurs qui ont nourri la science. En astrophysique, en astronomie, il y a toujours eu des gens qui ont contribué. Hein. Mais le numérique accélère ça, parce qu'effectivement, on l'a vu dans plein d'exemples, on peut avoir une collecte de données énorme. Là, vous l'avez tous signalé aujourd'hui, vous avez eu des soucis à faire votre terrain, mais malgré tout, vous avez pu rester en relation. Hein. Donc, il y a ceci. Alors, sur cette alliance science-société, pourquoi la société a besoin des scientifiques? Et ça, je voudrais y revenir parce que ça n'a pas été trop annoncé. Il faut rappeler quand même que quand on dit on a envie de travailler avec des scientifiques, qu'est-ce qu'on attend des scientifiques? Je pense qu'on attend quand même une objectivation du phénomène qui les anime. On a besoin de gens qui le pensent avec des outils. On a besoin de méthodes. On a besoin de rationalité. Les gens sont experts de leurs problèmes, et j'y reviendrai, et c'est important, et il n'y a qu'eux qui peuvent l'exprimer, mais on a quand même besoin de gens qui posent les choses. Hein. Donc il y a un besoin, la société a besoin des scientifiques parce qu'ils vous déplacent le regard, ils élèvent le niveau aussi. Moi, je le vois dans la boutique des sciences. Des fois, on a des questions sur, par exemple, il y a eu des choses sur la question, par exemple, comment on aide les aidants aux gens qui ont des maladies. Les gens ils disent comment vous pouvez nous aider pour tous ceux qui ont Alzheimer, etc. On voit bien que les chercheurs mettent du recul, mettent de la distance, en disant il faut travailler sur les représentations. On a eu des collectivités territoriales, des associations de citadins qui disaient oui, le sentiment d'insécurité. Non, quel est le niveau de l'éclairage public pour qu'il y ait moins le sentiment d'insécurité? On voit bien qu'il faut prendre du recul, il faut sortir de l'émotion et de dire voilà, il y a des outils, il y a des voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, et j'ai envie de dire peut-être qu'il faut encore plus le rappeler plus que jamais. Parce que derrière, ça veut dire que si le scientifique ne donne pas des réponses à la société, c'est d'autres domaines, c'est les croyances, c'est les dogmes, c'est des choses très néfastes, et on le voit, qui vont donner des réponses. Hein. Donc, je pense qu'il faut vraiment peut-être plus le rappeler en disant, voilà, on apporte ça, et on l'a vu aujourd'hui, vous apportez des cartes, savoir faire un travail de collecte, de cartes, d'entretien. On ne fait pas des entretiens comme ça.
hein, les focus group, les analyses. Voilà, donc il y a un vrai, ça peut être que positif pour ces collectivités, ces communautés, d'avoir un regard de scientifique, si ils restent dans leur rôle de scientifique. Et j'y reviendrai. La société a besoin de scientifiques aussi pour légitimer leur action. Et on l'a évoqué. Certaines communautés, et vous l'avez très bien abordé, c'est aussi des populations vulnérables, elles n'ont pas les moyens de faire d'avoir un cabinet extérieur pour faire leur expertise. Le monde académique peut apporter ça. Et c'est aussi pour faire, eux, leur plaidoyer. Après, pour faire leur lobbying. On l'a évoqué aujourd'hui. Hein. Et il y a une crédibilité encore dans la recherche. Je ne sais pas les études, mais je pense que c'est la même chose. Je vois en Europe, les médias sont décrédibilisés, les politiques sont décrédibilisés, etc. Par contre, la recherche reste un des piliers dans lesquels on y croit. Il y a de la défiance, mais on fait quand même confiance encore aux chercheurs. Donc, c'est-à-dire que quand ces communautés, vous le disiez, les autochtones ou les populations vulnérables arrivent avec un regard de chercheurs, mais eux, c'est de la crédibilité à leur action. Forcément, ça les fait passer à une autre échelle. Donc ça, je pense que c'est vraiment important, hein, pour politiquement et aussi dans la méthode, et leur faire prendre du recul. À l'inverse, les scientifiques ont aussi besoin de la société. Pourquoi ? Déjà, là, on l'a vu aujourd'hui, c'est une société qui bouge, c'est une société qui est dans le vrai, il y a des questions de la précarité numérique, il y a des questions des nouvelles modalités d'apprentissage, il y a la question de la biodiversité. Donc, la société, c'est elle qui est quand même au cœur des transformations que l'on vit. Donc, pour les chercheurs, ça nourrit aussi les chercheurs. Même, certains l'ont dit, je reprends les termes, ça remet en avant des questions orphelines que la big science, des fois, ne voit peut-être pas. Des angles morts, je reprends l'expression des angles morts. Donc oui, les scientifiques ont besoin aussi d'être bousculés. De surcroît, les questions que pose la société, elles ne sont pas disciplinaires. Elles n'arrivent pas avec « oui, mais moi, je veux un psychologue, etc. » Elles posent les problèmes dans leur complexité et dans leur pluridisciplinarité et même transdisciplinarité. Et ça, c'est des challenges pour les scientifiques, ça les nourrit en disant ben oui, il faut peut-être un regard d'un juriste mélangé avec un psychologue, etc. Et on sait que c'est compliqué ce dialogue, parce que là, quand la société elle pose des questions, elle pense pas à ces carcans-là, c'est pas son problème, et elle a raison. On l'a vu, les scientifiques ont besoin de la société parce que c'est un moyen d'avoir de la collecte de données. C'est une force de frappe. Et je ne sais pas au Québec, mais la recherche publique, ce n'est pas la plus riche, hein, parfois. Donc, elle a aussi besoin d'un soutien de la société pour participer à cette collecte. La question des chauves-souris, ce que vous disiez, avoir accès à certains lieux. Vous l'avez dit, s'il n'y a pas une alliance, et c'est là où je veux en venir, entre les chercheurs et la société, les chercheurs, ils ne vont pas avoir accès à certaines choses. Hein. Donc, c'est important. Aussi, de la même façon que pour les associations, les chercheurs ont besoin d'un soutien de la société. C'est l'argent public et la société peut faire aussi du lobbying en disant il faut qu'on aille travailler, il faut qu'on aille là-dessus. Donc, c'est aussi bénéfique et les chercheurs vont avoir besoin. On l'a vu, un changement de politique, on dit allez, le changement climatique, c'est fini, etc. C'est parfois la société civile qui dit non, mais là, nous, on veut y aller. Là, les scientifiques ont aussi besoin de la société parce qu'on l'a vu, la société, elle est riche et elle a ses savoirs. Il y a la connaissance scientifique avec ses codes, ses normes, etc. Mais il y a aussi tous les autres savoirs. Et on voit bien qu'on ne peut pas faire fi de ça. Les savoirs expérientiels, les savoirs émotionnels, les savoirs d'usage, les vécus, vous l'avez abordé. Et effectivement, alors c'est compliqué, mais on ne peut pas, la question du réchauffement climatique, elle n'est pas que technique, elle est aussi anthropologique, elle est aussi psychologique, elle est aussi, et donc on voit bien, et c'est tout l'enjeu épistémologique en fait, de concilier ces différents savoirs. Ils ne seront pas les mêmes
mais il faut travailler ensemble. Hein, donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Je lis en même temps un peu mes notes, excusez-moi. Voilà. Aussi, il y a une dimension qui est ressortie, qui était très intéressante, c'était de dire, là, on travaille sur des projets concrets. On part pas comme ça dans des projets, on veut aider ces familles. On veut aider ces gens en difficulté. On veut aider ces peuples. Et ça, je pense que pour des scientifiques, c'est important. Parce que eux, ils sont dans leur course à la publication, ils sont entre eux. Ils sont dans, voilà, et que là, de dire, mais non, mais il faut qu'on réponde à des vrais projets. Et il va falloir qu'on fasse un effort et de synthèse, et ça rejoint, et de médiation, de culture scientifique et technique. On le voit, les chercheurs, je ne sais pas si vous faites le même constat, on a un peu déserté parfois la place publique. Et d'autres l'ont pris. Mais c'est dangereux si on déserte. Hein. Donc, il y a un côté qui est aussi ancré sur des réalités de terrain et qui, je pense, d'un point de vue heuristique, est aussi intéressant pour nos chercheurs. Alors, ce que je voudrais terminer en disant, qu'est-ce que ça montre ça? Je pense que la recherche participative, sciences participatives, tout ce que vous avez dit, recherche-création, qui pour moi sont quand même des choses un peu différentes, mais on est à ses débuts. Voilà, on sent, et nous on l'a vu, les politiques publiques, ils vont, l'Europe y va, etc. C'est toujours un peu inférieur à d'autres types de recherche, mais on voit bien qu'on y va. On y va parce que c'est le temps des alliances. Je pense que l'université, le monde académique prend la mesure qu'il ne peut pas travailler tout seul, mais qu'il doit travailler avec les autres sphères d'une société. Et c'est là où je rejoins un petit peu ce qui avait été dit sur le territoire, sur la question des objectifs du développement durable. Le monde académique doit faire alliance avec les citoyens dans leur diversité, les jeunes, on l'a évoqué, le monde économique, vous l'avez évoqué avec Sherbrooke. On voit bien qu'à un moment donné, le monde économique est partie prenante de ce système-là. Les acteurs culturels, alors les acteurs de la médiation, moi je dirais, mais ça n'a pas d'importance, vous l'avez évoqué, la SAT. La SAT est un fabuleux lieu de diffusion, d'art, de mélange. L'insectarium, on voit bien que là, on est sur le loisir, le patrimoine et en même temps le savoir. L'université doit faire alliance aussi avec le monde des médias. On n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais on voit bien que cette activité de lobbying doit aussi passer par les médias. Et enfin, l'alliance doit être faite avec le monde politique. Et on l'a dit, c'est effectivement, on fait tout ça pour aider à la décision publique, aider à la pensée, à la complexité. Et nos collectivités locales, politiques, ont besoin de ce regard hybride. Ils en ont besoin pour prendre des décisions qui sont complexes. Donc, je pense que, au-delà des termes sciences citoyennes, sciences qui, bon, voilà, on peut en faire de la grande littérature, je pense c'est une question d'alliance et que l'université a tout son poids là-dedans, la recherche a tout son poids, parce qu'elle assume sa responsabilité collective et que de tous les parties prenantes, parce que ce que j'en vois là, c'est que maintenant, on est dans une société apprenante. On le sait déjà, enfin, c'était pas moi qui... Et que dans cette société apprenante, il y a tous ces acteurs. Et ça me fait plaisir que, vous voyez, les jeux vidéo, ok, on est dans le loisir, mais on est aussi dans la connaissance. Hein, et que c'est à tout âge. Et que chacun est dans une situation d'apprentissage et de participation à la connaissance. Et je pense que ça, c'est un paradigme qui est profond et que les élites l'ont comprise, mais je pense qu'il faut peut-être plus, nous on l'a vu avec la crise des gilets jaunes qu'on a connue. Si on en laisse trop sur le bord de la route, ça pète. Et on doit être dans cette dynamique où on s'écoute et on cherche des solutions. Donc on est sur des formes d'hybridation. Je vais bientôt conclure, hein, sur des formes d'hybridation, où effectivement, on a tous ces acteurs, et on voit bien que ça pose des questions de propriété intellectuelle, de reconnaissance du temps,
de la temporalité, ça demande du temps de travailler avec des gens qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas le même langage, qui n'ont pas les mêmes finalités, qui n'ont pas... Mais on voit bien que c'est nécessaire. Par contre, il y a une chose où je voudrais insister, parce qu'on a eu un peu, c'est de dire, OK, il y a une alliance de tous ces acteurs, toutefois, chacun doit rester dans son rôle. Et je pense qu'il n'y a pas de recherche neutre. Et un chercheur est un citoyen aussi, bien évidemment. Comme une société civile il y a des chercheurs à l'intérieur. Mais le chercheur, il faut qu'il reste à sa place de chercheur. Je pense c'est à discuter. Mais je pense que pour qu'il gagne sa crédibilité et que lui, sa plus-value, sa spécificité, c'est quoi? C'est sa formation, c'est son background, c'est sa culture. Et que justement, la société a besoin de ce chercheur. Forcément, on est militant. Et heureusement, on n'est pas, on est des gens socialisés, des êtres sociaux impliqués. Donc, et il n'y a pas de recherche complètement neutre. Mais on attend de lui qu'il apporte cette méthodologie-là. Et je pense que le besoin est encore plus criant. Donc, il y a chacun dans son rôle. Par contre, il y a un point commun, qu'on l'a dit un peu, c'est la question des valeurs. Je pense que, en fait, ce qui nous regroupe tous, et moi je le vois dans la boutique des sciences, quand on met des projets avec du monde associatif, des chercheurs, des étudiants, c'est peut-être des générations différentes, c'est peut-être des référentiels différents. Par contre, ils ont des valeurs communes, qui sont croire en l'humanité, croire en la fraternité, croire en la solidarité, etc. Et ça, c'est le socle commun. Voilà, je crois que je vais terminer là-dessus. Non, un autre petit point, si vous me permettez. Le combat suivant, je pense qu'il y a effectivement plein de projets et je trouve ça très bien, et je le vois, mais c'est hyper passionnant. On a tous pris du plaisir à entendre tous ces projets. On voit la diversité, on voit la stimulation, etc. Il y a la question de la reconnaissance du monde associatif, c'est évident, mais il y a aussi la reconnaissance au sein du monde académique. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais nous, il y a quand même un souci que dans les carrières des chercheurs, il faudrait que tout ce travail-là soit reconnu. Il faudrait que nos établissements soient aussi évalués là-dessus, qu'il y ait de plus en plus de publications qui permettent ça. Les rankings internationaux, il faut qu'ils intègrent aussi cette dimension-là de la responsabilité sociale. Voilà. Et j'en terminerai là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, oui, je vois des petites mains qui applaudissent. On a aimé ça. Est-ce qu'on a peut-être le temps pour quelques commentaires? Vous êtes restés avec nous quand même très longtemps. Si vous voulez faire des commentaires, et puis après, on aura un petit mot du scientifique en chef pour finir ça. Ça peut être oui. Ça peut être un oui, Monsieur Belland. Allez-y. Ouais, ben, je sors de ma journée très inspirée. J'ai appris beaucoup, surtout. C'est fascinant. Je ne doutais pas qu'il y avait d'autres citoyens dans d'autres milieux de recherche que le mien, là. Mais je suis épaté de voir l'étendue de cette collaboration. En tout cas, je parle pour moi, j'ai l'impression que vous nous avez appris énormément aussi sur les réalités du rôle que vous jouez dans cette collaboration-là. En tout cas, j'ai trouvé que c'était il y avait beaucoup d'apprentissage pour tout le monde, je crois, autour de ça. Peut-être, Rémi, est-ce que tu veux dire un petit mot? Je sais que tu étais avec nous la plupart de la journée, tu as entendu beaucoup de choses. Et, merci beaucoup à tous les participants. Moi, j'en ai manqué des bouts, là. Mais je dois dire pour une bonne raison. Par rapport à certains des commentaires de Florence, il y avait une autre journée, aujourd'hui, un autre symposium en parallèle qui était sur l'Université du futur. Et ça, c'est par rapport au rapport que moi, j'ai soumis au gouvernement du Québec. J'ai donné la première présentation ce matin. Et on a parlé, par exemple, beaucoup, là, de reconnaître ce genre d'activité, ce qu'on a discuté aujourd'hui dans le cursus d'une carrière de professeur académique, professeur universitaire, de reconnaître ce genre d'activité-là.
pas seulement les publications scientifiques qui sont très importantes, là, mais reconnaître tous les types d'activités. Donc, seulement quelques mots, là. Je veux dire qu'avec avec Borderland, là aussi, je trouve ça fascinant comme façon d'approcher, si on veut, la science participative et peut-être d'aller chercher des groupes qu'on va moins chercher des fois, là, hein, les plus jeunes. C'est sûr que moi, je ne passe pas beaucoup de temps là, à chacun. Même pas, je ne dirais pas par semaine, je dirais par année. Je ne passe pas beaucoup de temps sur ce genre de vidéos-là, mais en même temps, ça permet d'avoir accès à une autre communauté. Et je pense que ça, on ne doit pas le négliger du tout. Et peut-être ça peut les inciter à terme à penser, à faire des carrières du côté recherche. Là, on ne sait jamais, ça peut faire éveiller ça peut être une nouvelle façon d'éveiller les jeunes. Pour Florence, que Florence a dit, je ne voudrais pas te mettre plus de travail, là, te demander plus de travail, mais si tu avais l'opportunité d'écrire tout ça et de publier le résumé que tu nous as fait, là, je pense que ça pourrait être très utile à la fois pour les collègues français, mais certainement ici au Québec, là, parce qu'il y a plusieurs éléments que tu as mentionnés, que moi j'aimerais bien utiliser ça avec certains de mes patrons, par exemple, ou avec le réseau universitaire québécois. Avec Souvent, plaisir. En termes de grands défis de société, comme tu mentionnais, là, de grands défis de société, puis nous, on en parle beaucoup au Fonds de recherche du Québec. Là. Le climat, ça ne prend pas seulement un expert en climatologie. Là. Ça prend toute une famille, ça prend tout un village, je dirais, pour adresser ces problèmes-là et avoir de nouvelles solutions du côté recherche, du côté science. Donc, oui, la science, les big science, comme tu disais, c'est très important, mais aussi dans tous les secteurs, de supporter, d'appuyer la recherche non dirigée dans tous les secteurs. Je pense que ça demeure essentiel. Et il y a quand même une tendance dans nos sociétés à aller plus rapidement, à dire, ben, on a besoin de nouvelles jobs, là, donc on va aller en innovation, puis on va créer des compagnies, ça va être la solution. D'après moi, non, mais c'est sûr que j'ai beaucoup de discussions avec mon ministre sur ce sujet-là. Donc, c'est quand même un sujet aussi important de dire, on ne sait jamais. Le besoin demain, là, ça va venir d'où? Il y a 3 ans, au Québec ou au Canada, les gens disaient, on a suffisamment de virologistes, là. Il n'y a pas besoin de ça. Quand on aura besoin d'un vaccin, on le fera produire en Inde ou en Chine. Et là, on a vu les problèmes que ça créait. Si demain matin, on avait un très gros tremblement de terre, ben là, c'est un autre type d'expertise. Donc, on ne sait pas d'où ça doit venir, puis d'inclure les sciences sociales, les sciences humaines, l'art, la culture, avec des gens qui ont une recherche, qui ont une formation peut-être plus dans les sciences pures, je pense que c'est tout à fait essentiel. Il y a eu plusieurs autres éléments que j'ai beaucoup aimés aujourd'hui aussi, là. Lien avec les décideurs publics, la communauté de pratique, ça a été mentionné à plusieurs reprises. Là. Donc, nous, on a commencé à financer, à supporter quelques projets de recherche. Il ne faut pas vous lâcher, il faut trouver une façon de vous faire travailler, vous rencontrer, vous faire travailler peut-être davantage ensemble, apprendre de l'autre, là, pérenniser certains des projets, peut-être on donne des projets, c'est court le temps que vous avez pour développer le projet. Puis la pandémie n'a pas aidé, c'est bien sûr. Hein. Mais même en temps, entre guillemets, normal, je pense qu'il faudrait probablement prévoir donner davantage de temps. Tout ce qui est reconnaissance des participants, reconnaissance des partenaires, des citoyens. Comme chercheur, c'est sûr que les carrières de chercheurs, ça prend un peu de temps, c'est un peu long, là, les doctorats, les postdocs, etc. Et avoir un peu de reconnaissance, on aime ça beaucoup. Et ça, je pense, c'était dans la nature humaine. Là. Fait que les autres partenaires dans un projet de recherche citoyenne, très important de trouver des façons de les reconnaître peut-être un peu mieux qu'on l'a fait jusqu'à date. Être partout au Québec aussi, peut-être il y a certaines régions qui ont, avec le réseau académique, les grandes villes et tout ça, peut-être un peu, mais on doit être partout au Québec, dans toutes les régions du Québec, ça serait très, très important. Moi, je parle souvent d'exposer tous nos concitoyens à la méthode scientifique. Florence mentionnait, là, on a une bonne crédibilité. Oui, c'est sûr qu'on a peut-être été un peu malmenés à certaines périodes pendant cette pandémie, mais globalement, ça reste très, très haut. Et le Québécois moyen, puis je pense que le Français moyen aussi, c'est probablement la même chose, est intéressé
par la science, par l'interaction. Des fois, ils ont un peu peur de nous. C'est quoi cette bébête-là, cet animal-là? Là? Mais lorsqu'on commence à interagir, ils trouvent ça toujours très intéressant et ils posent de très bonnes questions. Et très souvent, ça nous rend un peu inconfortable parce qu'ils posent des questions qui sortent de... Ça vient d'où cette question-là? Parce qu'ils ne font pas affaire à la même communauté de pratiques que nous, on peut avoir. Peut-être qu'il a manqué un petit peu, mais j'ai manqué des bouts, là, je dois dire aussi, aujourd'hui. On n'a pas parlé beaucoup là, d'immigrants. Et moi, j'aimerais bien aussi qu'on trouve dans ces sciences participatives-là peut-être des nouvelles façons d'aller, entre guillemets, aller chercher les immigrants. Les nouveaux immigrants, c'est peut-être une façon de les insérer davantage dans notre société. C'est sûr qu'au point de départ, ils vont se dire, moi, j'ai rien à faire là, là. Mais je pense qu'ils pourraient aussi, avec des cultures différentes, ils pourraient éventuellement, ça pourrait avoir une valeur ajoutée dans certains types de projets. Il y en a déjà peut-être du côté santé, là, avec ce que Peter a fait et d'autres. Là. Je pense qu'on pourrait élargir ça dans le futur. Donc, c'est quelques mots, mais certainement qu'on va vous revenir. Et avec Julie et les collègues, là, si vous avez d'autres suggestions, d'autres commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part, puis on va essayer d'améliorer les programmes qu'on développe là. C'est sûr qu'on fait encore des expériences avec vous, là, mais on est des chercheurs, on aime ça, des expériences aussi. Avec moi, dans le temps, quand j'étais à l'Université McGill, je faisais ça avec mes petits rats et mes petites souris. Maintenant, ça a grandi, je le fais plus avec des humains, là, mais en même temps, c'est toujours très stimulant parce que vous redonnez beaucoup. Ce que j'aime beaucoup de la science participative, c'est vraiment des allers-retours. Et ça, c'est très, très, très valorisant. Donc, encore une fois, merci. Et merci à Julie. Passer la journée, l'interaction avec tout le monde, travailler très fort pour que ça se développe très bien. Merci beaucoup. Merci à toutes, merci à tous. C'était un véritable plaisir de enfin entrer en contact avec vous. La plupart d'entre vous, je ne vous connaissais que de dossiers ou de noms. Alors, c'est un infime plaisir, vraiment. Et puis, je me suis noté quelques suivis à faire avec toi, Rémi, mais avec vous autres aussi, pour cette fameuse communauté de pratique et tout ça. Et j'ai vraiment hâte de continuer de travailler avec vous. Alors, je crois qu'il est bientôt 5 heures. On va se souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit pour Florence Bellin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye tout le monde. À très bientôt.